j'ai créé mon propre cybercafé à l'université dans ma chambre. Tu as des leçons disponibles. Au lieu que ton enfant passe le temps sur les dessins animés, tu lui mets juste des leçons qui tournent en boucle et il devient génie. Le business model qu'on peut mettre dans une plateforme EdTech en France ne marchera jamais si tu le fais au Congo. J'ai rencontré donc des personnes à Dubaï qui m'ont dit on veut t'accompagner à l'international. Mais au Congo, on ne va pas envoyer du cash facilement. Ouais. Faut que tu bouges. Tu viennes à Dubaï. Si tu te sens confortable comme salarié, reste salarié. On ne doit pas commencer à faire croire aux gens que si tu es salarié, ça dit que tu as raté ta vie. Il y a des salariés qui ont plus d'impact que d'entrepreneurs. Moi, je savais que je vais souffrir et j'ai souffert. J'ai crevé, j'ai galéré. Je suis passé d'un employé stable à un sans-abri. À cause de l'entrepreneuriat, on est passé devant toutes les corps diplomatiques qui attendaient pour entrer dans les bureaux ovales du président de la République démocratique du Congo. Le discours officiel de la nation qui réunit tous les officiels du pays. Dans son discours, le chef de l'État cite mon nom. Welcome to Afro Founders, le podcast des bâtisseurs de l'Afrique de demain. Dans cet épisode croustillant, qui a été concocté en mai 2023, à Marrakech, je suis allé à la rencontre de Pascal Kanick. Villageois, il a grandi dans une famille modeste en province de la République démocratique du Congo. Vous y comprendrez son parcours. Comment est-ce qu'il a atterri à Vodafone avant de tout plaquer pour lancer sa startup Skula. Une startup qui met la technologie au service de l'éducation. Pascal a remporté le prix Seedstar mondial. Il a rencontré et a été cité dans le discours annuel du président de la République démocratique du Congo. Entre 2020 et 2023, il a généré plus de 4 millions de dollars. Aujourd'hui, il a 49 employés répartis sur 6 pays et change la vie de plus de 2 millions d'élèves. Je ne vais pas trop en dire, il a fait bien plus que cela, mais je vais vous laisser le découvrir. Alors, prenez vos meilleurs couverts, dégustez ce magnifique plat, et avant même d'avoir le ventre plein, bâtissons l'Afrique de demain. Bon appétit. Bonjour Pascal. Bonjour Alex. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens? Ok, je suis congolais. Ouais. Et je suis né en RDC. Je suis né vraiment au village. D'accord. Au fin fond du village. C'est un village à côté d'Idiofa, dans la province du Bandundu. Donc c'est dans la province, pas à Kinshasa. Et donc mes parents étaient dans ce village-là. Et je crois que quand j'avais 3 mois ou quelques mois après, ils se sont retrouvés à Kinshasa. D'accord. Donc ils quittent le village, ils vont à Kinshasa. J'étais bébé. Ouais. Et ils sont venus à Kin pour que papa continue les études. Ok. Il est venu avec maman. Et voilà, parce qu'ils étaient déjà mariés à l'époque. Il est venu quand même poursuivre ses études à Kin. Et donc je suis arrivé bébé. Yes. À Kinshasa. Après, on était obligé encore de partir quelques années après à l'intérieur du pays. Mon père devait travailler, ouais. Il était envoyé travailler à l'intérieur du pays. On a fait beaucoup de déplacements, trop de voyages en fait, c'était son travail. Et donc, mon père et ma mère qui nous ont bien éduqués, on a une bonne éducation. Tu dis on, vous êtes combien de frères et sœurs? Nous sommes une famille de 6. Ouais. En comptant les parents? Pardon? En comptant les parents? Non, pas les parents, les enfants. Nous sommes 6 enfants. Ok. Donc, j'ai un seul frère et puis 4 sœurs. D'accord. Ok. Mon frère aîné qui est prêtre. D'accord. Et puis mes 4 sœurs sont mariées, toutes. Toi, tu es où dans la fratrie, en termes d'âge? Quand tu te retrouves où, à quelle hauteur dans la fratrie? Je crois que presque le milieu, hein. Ok. 4e. Ouais. Ok. De la famille. D'accord. Et je suis presque au milieu. Ok. Donc, tu nais du coup au village. Ouais. Tu vas ensuite à Kinshasa. Et tu retournes un peu aussi après en région.
Ouais. Et dans une famille modeste, hein. Je suis pas d'une famille aisée. Ok. Je suis pas né d'une famille aisée. Je suis pas né d'une famille, tu vois, un peu déjà mieux positionnée. Ouais, ils faisaient quoi Modeste. tes parents? Mon père était un homme d'église aussi. Ok. Lui, il n'était pas riche, il n'était pas aussi pauvre. Parce qu'on avait à manger, on avait une belle vie, une belle éducation, une bonne éducation, une belle famille. On a vraiment grandi dans la famille. Hein. Ouais. Notre papa était quelqu'un de très, très généreux. Ouais. Et donc, on n'était pas que notre famille, parce qu'il prenait beaucoup de gens chez nous. Il prenait même des orphelins qui vivaient avec nous, parce qu'il était dans des missions où on allait. Il était quelqu'un qui prenait beaucoup. Même déjà des voisins, il faisait étudier. Donc, on n'avait pas, c'est vrai, des moyens du genre des riches. Ouais. Mais on était une famille modeste, une famille bien, une famille voilà, qui ne manquait pas à manger. Et puis, mon père était avec ma mère, des gens qui recevaient beaucoup de gens. Donc, beaucoup de visites. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a grandi. Ok. Ouais. Du coup, et où est-ce que tu passes ton bac? Est-ce que tu reviens à quel âge à Kinshasa? Voilà, c'est après mon bac. Donc, tu J'ai passes passé ton mon bac bac à une école jésuite, Ouais. institut jésuite, Ouais. Kikwit, toujours en province. Et là, j'obtiens mon bac. Au Congo, on appelle diplôme d'État. Yes. Je reviens à Kin, finalement, à l'université de Kinshasa. C'est là où je commence d'abord en polytechnique. Ok. Préparatoire, ça se passe bien. Et puis, deuxième année, premier graduat, plutôt très mal. Ok. Et comme je n'avais personne, papa venait de me quitter, on n'avait pas de moyens. Je n'avais pas de moyens de faire l'université comme tout le monde. Hein. J'ai eu une bienheureuse, une amie à papa qui était belge, qui connaissait papa parce que papa avait voyagé aussi en Europe et tout. Et la dame, apprenant la mort de mon père, c'était la seule qui s'est positionnée pour me payer l'université parce que maman ne travaillait pas. Ouais. Tu vois. Mais ma soeur, par exemple, l'aînée des filles, la deuxième de la famille aussi, venait de commencer l'université. Papa décédé la même année. Et l'année qui suivait, moi, j'allais à l'université. Je n'avais déjà rien. En fait, ma soeur qui avait une bourse d'études parce qu'elle était intelligente, très brillante. Donc, prenait aussi sa bourse pour un peu nous aider. Attends, mais toi, parce qu'aujourd'hui, moi, tu m'as l'air brillant. Ça se passait comment pour toi à l'école? Ah, j'étais brillant. J'étais brillant. Ok. J'étais brillant. J'étais souvent, surtout primaire et tout, au secondaire, oui, j'étais toujours brillant, mais à la fin, je sais, on est toujours un peu en adolescence. On s'égare un peu. Ouais. Mais j'étais brillant et puis j'étais toujours dans des groupes, on m'appelait leader à l'école, parce que j'ai géré un peu l'orchestre de l'école. Ouais. Ok. Et Ouais. donc, ça m'a donné des skills, voilà, de parler, tout ça, d'être à l'aise, avec la caméra. J'étais un peu artiste. Je crois que j'aime bien les artistes, les cinéastes et tout. J'aime bien ce monde-là aussi. Et donc, je finis mes études, j'obtiens mon bac. Je vais à l'université, je rate la polytechnique, mais je n'ai pas de droit à rien parce que j'ai une bienfaitrice qui était déjà aussi pas très forte encore. Et voilà. Et donc, je me dis, il faut prendre une décision vite fait. Il faut avancer. Je n'ai pas le temps à perdre, je n'ai pas de moyens, je n'ai pas de... Il faut changer l'orientation, quoi. Et je change d'orientation, je vais en maths info. Ok. Mathématiques informatiques. Ok. Tu fais combien de temps? Là, je fais 5 ans, puis je prends mon diplôme de licence. Ah ouais, là, ça t'est réglé à faire. Voilà. Tu as géré l'affaire. Oui, j'ai dit non, ici, c'est direct, quoi. Je passe. Donc, je fais mathématiques au département de mathématiques informatiques. Et là, je suis focus. Études. Mais ça te plaît? Études, formation professionnelle en même temps. Ouais. Parce que mon but, c'était, avant de finir, je devais avoir du boulot. Ouais. Parce que je n'avais pas d'issue. Donc, si j'ai fait n'importe quoi, c'est fou. Ouais, t'as le diplôme. Tu n'as rien, on n'avait même pas une maison, quoi, à Kin. Et donc, il fallait bosser dur, en même temps étudiant, en même temps, je fais des formations à côté, un peu d'anglais, un peu de réseau informatique, Cisco et tout, pour que je ne me permette pas de chômer. Donc, et puis, effectivement, avant de finir, tu dois connaître, en fait, Sidonie de Kobo. Ouais. Son père m'a âgé. Ouais, ok. Je ne la connaissais pas à l'époque. Son père avait une société de télécom
Ouais. En 3e année, avant de passer au dernier cycle, je vais faire les stages. Mais j'avais déjà un bagage en réseau informatique parce que je faisais des formations à côté de mes études. Parce que je voulais à tout prix avoir un boulot avant de finir. Et j'ai vu, le vieux m'a donné 3 jours de préparation avant de commencer les stages. Mais des choses, ce que je faisais, il ne comprenait pas. Ok. Il m'a dit, mais toi, tu es étudiant à l'UNIKI? J'ai dit oui. Il dit, je ne comprends rien. Je dis, comment vous ne comprenez rien? Il dit, mais ça fait des années, je n'ai jamais vu un étudiant faire ça. Comment tu connais tout ça? Ok. Parce que j'ai maîtrisé les réseaux avant même d'arriver. T'es allé plus loin, que tes cours, t'es allé plus loin. J'ai maîtrisé les réseaux. Quand je dis maîtriser, Comment t'as maîtrisé? J'ai fait des formations Voilà. professionnelles Qui s'ajoutent à ton cursus initial, quoi. au cursus universitaire. Ouais. Parce que je savais que l'université nous apprend des connaissances, mais essentiellement théoriques. Ouais. Mais pour que je sois prêt à travailler après les études, il fallait que je fasse des formations professionnelles. Donc, tu as fait des stages. Et donc, je me suis inscrit aux formations des réseaux. Ouais. Avec Cisco, j'ai fait CCNA 1, CCNA 2, CCNA 3. C'est quoi CCNA? CCNA, c'est en fait des niveaux des réseaux informatiques et tout. Ok. Ça passe jusqu'aux télécommunications et tout. Ok. Et donc, je maîtrisais les métiers. Et quand je suis allé, j'ai détruisé le monde des professionnels. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai eu du succès. 3 jours après, Lévi était le papa Laterre, que j'aime bien, un bon papa. Le papa de Sidonie, des Comoros. Excuse-moi, Sidonie Laterre, papa Laterre. Oui, j'ai travaillé chez eux. Et donc, je l'ai épaté. Ok. En fait, il m'a dit, c'est pas possible. Comment tu connais tout ça? Et puis, j'ai dit, non, je travaille, je fais des formations. Il dit, ah, tu es là. 3 jours après, moi, stagiaire, il m'envoie en mission de service. Ok. Je vais en mission de service à Kikwit, là où j'ai étudié. D'accord. J'installe un réseau métropolitain et je prends des clients pour lui. Il n'y avait pas de clients, j'amène jusqu'à 15 clients de B2B en fait. Ok. Ouais, donc en plus d'être Moi, ton installation. En stage. J'ai fait 2 mois et je lui ai pris des clients, j'ai installé tous les réseaux dans la ville. Et donc monsieur était bien content de son choix. Oh, il m'a engagé. Ok. Avant de sortir de l'université. Ok. Il m'a dit, quand je rentre, je lui fais un rapport, il dit, c'est pas possible. Je ne vais pas te lâcher. Je te prends, je te paye, mais tu viens quand tu peux. Parce que ce que tu fais, je n'ai jamais vu depuis des années un étudiant avec ses compétences. Donc c'est la formation professionnelle. Ouais. C'est pour ça même que je conseille souvent aux jeunes de faire des formations professionnelles. Parce qu'en Afrique, on aime trop l'université, tu vois. Ouais. Les diplômes, licenciés, docteurs, professeurs. Ouais. On est fiers, PhD. Ouais. MBA. On peut s'en sortir avec. Pour faire quoi? Place. Exactement. Pour faire quoi avec? Ouais. C'est des complexes inutiles en fait. Et moi, j'ai engagé des gens qui n'ont pas de diplôme, hein, des développeurs, des codeurs. Qui n'ont demandent même pas. Ouais, tu regardes s'il a la compétence, s'il sait faire. La compétence. Et ça envoie. Et le papa Laterre m'a engagé alors que j'étais encore étudiant. Et j'étais très performant. Et donc, j'allais au boulot quand je pouvais. Et il me faisait confiance. Et j'ai étudié, il me payait un salaire à l'époque $150, moi étudiant. Et donc, j'ai trouvé le moyen de financer la suite de mes études. Tu vois que je suis entrepreneur déjà depuis l'UNIKI, quoi. Et c'est là où j'ai pris les goûts d'entrepreneuriat. Je sais que tu vas peut-être vous dire que je ne sais pas si j'ai pressé. Oui, on va. Bon, je te laisse. Mais vas-y, continue. Raconte, c'est ça qu'on veut même. Vas-y. Voilà, donc. Et c'est là où j'ai vraiment eu le goût d'entreprendre. Okay. Parce que le prof Laterre, il était entrepreneur. Il avait des clients B2B dans les réseaux et tout. Et quand je défendais, j'ai fait maintenant mon travail de fin d'études sur les stages que j'ai fait en lançant les réseaux de Kikwit. Ok. Et j'ai proposé une solution pour sécuriser maintenant ces réseaux-là. Et durant mon travail, même mon professeur n'est comme fait. Ouais, t'es surpris. En fait, j'étais à l'aise, tu vois, je connaissais ce que je disais. Et les jours de ma défense, il me dit maintenant, je te propose un contrat de travail. Pour qui? Le père Laterre? Mon boss, mais c'est Laterre. Oui, ok. Il m'appelle. On m'a dit, tu défends aujourd'hui. Tu m'as dit, oui, c'est Laterre. Et il dit, ok, félicitations, je sais que tu es brillant. Et je te dis, tu as déjà un contrat qui t'attend ici. Juste après la défense, tu viens.
Du coup, Donc, j'ai mission accomplie. mission t'as pas accomplie. chômé. Je ne vais pas chômer. Je vais Ça, trouver c'est beau, il y a chômé derrière. un endroit pour habiter. Et quand je viens, les contrats, c'est qu'ils me renvoient en province. Ok. Ah, je j'ai sais que tu étudié. peux aller installer Je et suis plus à l'aise. retrouver d'autres clients. Et quand je vais en province, et beaucoup de gens se moquent de moi déjà, Ouais. des amis. Tes amis de On vient qui? de finir. Ouais. Un matin fort, il rentre au village. Mon frère, ça commence. Tu vois que chaque étape, les gens vont trouver une raison de te critiquer. Ouais. Peu importe ce que tu fais. Donc, et moi, déjà à l'époque, je voulais rentrer en province parce que je me disais que Kinshasa était très saturé. Il fallait que je rentre en province avec cette opportunité d'emploi pour me créer un parcours professionnel. Et en province, j'étais manager de toute la zone, la région. Et donc, je me dis, mais tu finis les études manager, mais c'est vite fait, quoi. Et M. Laterre m'a proposé donc un contrat de travail, Ouais. manager région du Bandungu, avec un logement Ok. et un salaire à l'époque, je crois, $250, qui était amplement suffisant. Et la chance, j'arrive en province, je commence, j'active dans l'entreprise. Et c'est du succès incroyable. Ça a eu du succès, Donc, tu j'ai eu beaucoup de clients, Ouais. et même des clients télécoms, c'est-à-dire des réseaux, vont d'accord, leurs managers venaient chez moi. Et donc, les gens qui venaient des universités, tous les professeurs, les recteurs, me découvrent. Ils me proposent d'être assistant à l'université. J'ai trouvé un deuxième job. Ok. Je commence à enseigner à l'université. Ouais. Mes élèves deviennent fans de moi. Ils demandent des formations à côté. Et je commence à les former, je facture. Bien sûr. Ça, c'est bon. Et donc, parce que j'aimais enseigner, quoi. Et moi, Ok. quand j'enseignais, j'ai montré la pratique et la réalité. De la Ouais. vie et tout, voilà. Ouais, tu venais pas justement avec des trucs très théoriques, Non. c'était beaucoup plus. Et terre les à étudiants terre. adoraient mon Ouais, cours. je vois. Moi, j'aime bien. Et du coup, j'ai ce côté-là d'aimer aussi enseigner, en fait, apprendre aux autres, Ouais, montrer redonner, en les fait, chemins. donner ce que tu as reçu, quoi. Exactement. Et c'est l'idée que tu vas partager des podcasts. Exactement. C'est qu'on fait exactement. ici. C'est ça. C'est pédagogique. Ouais. C'est Ouais, pas ouais, juste ouais. une histoire. Non, non, c'est inspirer les gens. L'idée, c'est Voilà, inspiré. qu'ils voient comment on arrive là, qu'ils comprennent aussi d'où on vient, comment est-ce qu'on arrive là. Et qu'on n'est pas tombé du ciel. On est des familles pauvres aussi, modestes. On est venu du village. C'est tout un cheminement. Ça y est, tout le monde peut partir d'où Tout il le est. monde peut. C'est pas que j'ai étudié en France, à Paris. J'ai pas eu la chance, comme les autres qui font des études à l'étranger. Ouais, mais du coup, est-ce que même faut dire que tu n'as pas eu la chance? Bon, je sais pas si c'est la chance. Parce Parce que qu'au regarde pays, aujourd'hui. les gens considère- appellent ça la chance. Exactement. Oui, oui, j'entends. Ils appellent ça la chance. Moi, je vais pas dire que c'est pas la chance, mais je vais pas froisser les gens. Oui. c'est pour ça que Tu vois, on accepte des fois de ne pas dire les choses telles qu'on le pense. Parce que les gens vont croire que c'est l'arrogance, c'est prendre pour qui. J'ai trop de choses comme ça, en fait. Les gens sont pas Tu forcément dis la vérité et les gens le prennent pour... pour une attaque. Une pour, attaque. ouais. Mais j'ai dit, étudier en Europe, même déjà les études universitaires, c'est pas une chance. Qui dans ce monde, la plupart des gens qui impactent le monde ne sont pas allés à l'université. Steve Jobs. Oui, ils voient des Zuckerberg, opportunités, ils voient ils des ont arrêté. opportunités, ils règlent des Tous. problèmes. Et tu te formes sur le tas. En Et tout cas. dans tout ce que j'ai fait aujourd'hui comme entrepreneur, parce que là, nous avons 45 salariés, Attends, on va trop loin. On mais va arriver à ce qu'on a. combien de pourcents viennent de l'université, de ce que j'ai Ouais. appris, tu vois? Voilà, ce qui est très intéressant, c'est les Tu vois, donc compétences. j'arrive à l'université, tout ça, j'ai fait le mathématique, informatique et tout. J'obtiens un boulot avant de quitter Des merdes, tu apprends. l'université, j'apprends, je travaille en même temps. Ouais. Et j'ai oublié la partie où j'ai créé mon propre cybercafé Ok. à l'université dans ma chambre. Tu vois que je suis un guerrier en fait. Attends. Je ne me fatigue Donc, tu jamais. fais- Et depuis, Attends, et donc tu louais les. dans ma chambre d'étudiant, Ouais. j'ai créé mon cyber Donc t'as mis quoi? T'as mis et des j'avais des ordinateurs? clients qui venaient d'autres universités. Non. En fait, on m'a offert un ordinateur. Une Ok. sœur, une amie à ma sœur, m'aimait bien, à ma grande sœur qui étudie, ils étudiaient ensemble. Alors, elle avait un travail à saisir de fin d'études. Ah, oui. Ma sœur lui dit, mais oh, mon petit frère fait ses histoires rapidement.
Mais il n'a pas... il est fait... À l'époque, j'ai loué les ordinateurs d'autres personnes, en fait. L'ami de ma sœur m'appelle, il dit, petit, viens, prends-moi ce travail, fais-moi ça. Bon, je ne lui ai même pas demandé l'argent, en fait. C'est vraiment une famille, c'était la famille, c'est notre famille, la sœur de Linda. Et je lui fais le boulot, c'était très bien fait, rapidement. À la fin, elle m'a dit, oh, qu'est-ce que je vais te donner? Elle me donne un ordinateur desktop. Ça. Mon frère, c'est le début d'une aventure. Donc là, tu la ramènes, je les ramène à l'université dans ma chambre, j'ai créé mon cyber. Ok, les gens payaient pour quoi? Pour utiliser? Non, ils m'apportaient les travaux, j'ai saisi pour eux. Et on a même un produit qu'on a lancé à School App eCyber. C'est parti de mon histoire. De l'université, j'ai saisissé pour les gens. D'accord. Tu vois, j'ai saisissé les travaux, j'ai imprimé, je faisais tout et ils me payaient pour ces services. Et donc, quand je suis venu avec School App l'année dernière, j'ai dit, mais aujourd'hui, il y a encore des étudiants qui doivent se faire des distances pour aller saisir. Mais tu nous soumets tes manuscrits, nous on te saisit ça, j'ai une équipe d'encodage. Dans School App, on a déjà créé l'équipe d'encodage. Le travail que je faisais à l'Uniquip, on a mis ça à l'échelle. On va lancer bientôt, officiellement. Ça, c'est un nouveau produit. On aura donc des soumissions des travaux en ligne. On vous saisit de n'importe où. Vous pouvez être à Paris, partout. On vous prend, on vous saisit pour vous. Si vous n'avez pas le temps de saisir votre travail, votre lettre ou quoi, on le fait. Vous payez. Donne les documents, vous avez les PDF. C'est réglé. Vous avez les fichiers modifiables et tout. C'est venu de mon expérience d'opérateur de saisie à l'université. C'est cool. D'accord. Et c'est là où j'ai activé mon côté entrepreneur. Allons d'ailleurs sur School App, parce que la plupart des gens qui vont écouter ne connaissent pas encore School App. Donc, tu as cette expérience-là avec Monsieur Laterre. Qui m'a moi qui quitte. Ça se passe. Je travaille pour lui pendant une année. Voilà, qu'est-ce qui se passe après? Vodacom me découvre. Parce que du coup, il voit... Vodacom venait aussi dans des cyber, il voyait comment je travaillais, tout ça. J'ai fait des conférences avec Vodacom en étant sur Monsieur Laterre. J'organise des conférences dans la ville. J'impacte l'espace où je suis allé. D'accord. Et là, Vodacom organise un test national des jeunes diplômés pour recruter les meilleurs. Ils cherchent les talents, quoi. Les talents. Je participe au test. Plus de 1700 candidats. 32 retenus. Et je suis parmi les 32. Propre. Du coup... J'entre par la porte officielle chez Vodacom. Donc là, tu rentres chez Vodacom. Tu fais combien de temps chez Vodacom? Je fais 4 ans. Et je monte vite. Parce qu'avec les programmes qu'on avait, les programmes élites de Vodacom, l'avantage c'est que Vodacom essaie en fait de nous amener dans une dimension pour être des cadres. C'est un beau programme, j'ai beaucoup aimé le concept. J'ai des amis très brillants dans ce programme-là qui sont encore là-bas chez Vodacom. Les graduates, tu connais, voilà. Je vois ça. C'est en Afrique du Sud aussi, je crois. C'est Vodafone Group. Du coup, comme ils ont chopé un talent, ils ont intérêt à vous faire vite grandir parce que sinon on va encore venir vous débaucher. On va venir encore vous débaucher ailleurs. Voilà. Et donc moi j'aimais beaucoup mon travail. Je travaillais au-delà des heures de service en fait. J'arrivais à 6h du matin, je quittais le bureau à 22h, j'étais pas marié. Tu vois, et donc j'avais mon temps pour travailler. Je bossais quoi. Et je faisais au-delà de mes tâches. J'ai proposé de projets tout le temps. Et puis voilà, tous les directeurs qui ont travaillé avec moi ne voulaient pas me lâcher. Et donc, j'entre chez Vodacom. Première année, je monte. Deuxième année, je monte. Troisième année, je me retrouve à la direction générale. Support du directeur général adjoint, mais c'est Paulin Ikwala, mon mentor. Et donc, il m'encadre, il me forme. Mais je travaille aussi avec d'autres directeurs, comme l'actuel directeur général, mais c'est Khalil. J'ai travaillé avec lui aussi chez Vodacom. Ils connaissent. J'ai beaucoup donné. J'ai créé des projets innovants, j'ai eu des prix des meilleurs agents aussi. Et donc, 4 ans après, je décide, après une tournée en province, je vois qu'il y avait trop de problèmes dans l'éducation. Je vois que là où j'ai étudié, il n'y a plus de manuels pédagogiques. Pourquoi? En province, mais les livres, c'est détruit. C'est détruit. Tu vois, l'humidité, les fourmis. Les gens qui ne font pas forcément attention, qui prennent... Et il n'y a pas de mise à jour. Ça dit des ouvrages que nous avons laissés. Après 6 ans, tu rentres. Les mêmes. Même pas 6 ans, 8 ans et tout. Le même. Et puis il y en a d'autres. Même toi, tu as trouvé déjà... Même toi, quand tu es arrivé, c'était déjà des années passées. Oui, c'était déjà des années passées que j'ai trouvé. Et donc, tu vois, je trouve des problèmes sérieux. Dans l'éducation.
Et dans le milieu où j'ai vécu, parce que j'ai travaillé là-bas, Ouais. je vois qu'en fait, j'étais choqué. Et quand je suis rentré à mon boulot, j'étais plus à l'aise. Chaque jour, quand je venais au bureau, je sentais comme si je n'étais pas utile. Je me sentais comme quelqu'un qui travaille juste pour gagner un peu d'argent. Tu vois? Tu voyais pas en fait. Il n'y avait pas d'ambition, il n'y avait pas de passion. Il y L'utilité avait de ce que tu fais, quoi. Oui, En fait, tu te dis, genre, moi je fais ça, égoïsme. quelqu'un d'autre pourrait me remplacer. Enfin, je suis là. Même pas ça, je me sentais égoïste. Dans le sens où j'avais ma petite vie dans des bureaux climatisés, chez Vodacom, à la direction générale, un bon salaire, 2000 balles. J'étais tranquille, quoi. Je pouvais faire ma vie. Mais je me sentais comme un type qui ne sert à rien, en fait, dans la société. Ouais. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est qu'on a aujourd'hui, par exemple, digitalisé tous les process de passation d'examen d'État avec les Congo. En RDC, on a digitalisé aujourd'hui, depuis 2 ans maintenant, avec le ministre Tony Mwaba. Oui. Je vais juste expliquer pourquoi voilà, tu vois, donc je me sens inutile, je vois trop de problèmes dans les secteurs. Et puis j'ai fait Matinfo, mais je sers à quoi ici? Quel est mon impact? Je sers à quoi? Qu'est-ce que j'apporte à mon pays? Voilà, mes frères vont étudier sans manuel. Mes cousins ne savent même pas qu'il y a aujourd'hui la notion de protection de l'environnement parce qu'ils n'ont pas les mises à jour du monde. Ils ne sont pas connectés à Internet. Ils n'ont pas les innovations. Ils ne connaissent pas beaucoup de choses et ils sont décalés, ils sont défavorisés par rapport à ceux qui sont dans des zones UP. Ouais, qui ont déjà des... Ça dit, tu vois, c'est une discrimination sociale. Les enfants qui sont des bonnes familles à Kinshasa et tout, ils ont pas accès sont des bonnes écoles, ils sont déjà un peu comme favorisés. Ouais. Nous autres, parce que moi je viens du village, tous mes frères donc des villages, en fait, sont des marginalisés. Parce qu'ils sont condamnés à avoir une mauvaise qualité de l'éducation. Et donc, quand on parle des inégalités, mais c'est ça les inégalités. Ça veut dire que tu as plus de 80% d'enfants qui sont défavorisés. Par défaut. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils ont des enseignants qui ont été mal formés, qui ont des mauvais manuels de pédagogie, qui ont des mauvais contenus de l'éducation, qui vont former les enfants qui seront mal formés, qui vont former des... Et aujourd'hui, c'est difficile. Je ne sais pas si ça va s'arrêter un jour. Ça veut dire qu'on est dans un cercle vicieux, qu'on a cumulé des problèmes de décennies, des gens mal formés qui vont former les gens. Toute la chaîne, ça veut dire, si tu étais mal formé à 90%, tu formes quelqu'un qui sera mal formé à 80%, et puis tu descends à 70%. Ouais, c'est que régressif, quoi. Chaque fois, je me demande est-ce qu'on saura rattraper le retard que nous avons dans la qualité de plus de 80% de la population, qualité de l'éducation. Et c'est ça qui me choquait. Donc je me voyais inutile au bureau, avec des vestes, dans des bureaux climatisés, mais je dis, mais je sers à quoi? Il y a plus de 80% d'enfants qui vont souffrir dans la vie. Et puis j'ai fait des études, pourquoi? En fait, j'ai commencé à questionner ma vie, à quoi je servais. Et donc j'ai commencé à étudier maintenant comment les projets, je cherche sur YouTube, les startups, je découvre Oussama. Ok, ça m'a marre. Oussama Mar. Ok, ouais. Et en tout cas, les gars, j'ai suivi ces vidéos pendant des années. À l'époque, c'était les coups d'État. Les coups d'État. Coups d'État, j'ai été. Non, mais coups d'État, c'était pas mal. C'est pourquoi je disais dernièrement à quelqu'un, j'ai dit, les gars, vous pouvez tout dire sur Oussama, mais j'ai donc commenté une vidéo où les gens les critiquaient là. J'ai dit, en tout cas, moi, il m'a beaucoup aidé. Ouais. Les business models, j'ai appris pour la première fois les mots business model chez Oussama. Et la façon dont il a expliqué, pour moi, c'était une leçon. Et j'ai appliqué la plupart de ses conseils pour qu'aujourd'hui School soit là. Tu vois, mais tu vois, quelqu'un comme ça, on continue toujours à les critiquer quand même. Hein? On continue à les détruire, en fait. Ouais, en plus, continue, le monde aimé. En fait, ouais, c'est dur. C'est cruel. Ouais. Je sais qu'il n'est pas parfait. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Mais pourquoi on veut être tellement strict avec des gens qui osent faire bouger les lignes? Bon, c'est parce que ça aussi. Donc je les découvre, en fait, moi, employé, et je passe beaucoup de temps, quand j'ai rien à faire. Regarder ces vidéos, à te former. On continue encore dans ça. Tout le temps, dans les... je marche, j'écoute. J'ai même dit à dire que ça devient une obsession pour moi, l'entrepreneuriat. Et donc, j'ai pris près de 2 ans de faire ça. La formation, préparation. Tu commences à lancer des petits projets ou... Non, j'ai fait qu'étudier après. C'est quoi start-up? C'est quoi modèle économique? Si j'écoute les business models, il y avait une vidéo sur YouTube où Oussama disait start-up de 0 à 1.
Ok. Je crois que j'ai regardé plus de 100 fois cette vidéo-là. Ok. D'où mon idée de cours de répétition avec Schoolab. Tu vois, parce que j'ai regardé tellement plusieurs fois la même vidéo et j'ai saisi des choses. Chaque fois, je comprenais différemment et mieux. Et donc, je me suis dit, mais si on met des leçons sur Schoolab et que quelqu'un puisse, l'enfant peut regarder plusieurs fois une leçon, il finira par comprendre. Et c'est là où Schoolab, c'est comme une école de répétition parce que tu as des leçons disponibles. Au lieu que ton enfant passe le temps sur les dessins animés à la télé, tu lui mets juste des leçons qui tournent en boucle. Et il devient génie. En tout cas, il bouffe du contenu de Il bouffe qualité. du contenu Et de éducatif qualité. à gogo et illimité, mais éducatif. C'est parce que moi, j'ai bouffé du contenu illimité pour comprendre l'entrepreneuriat. Exact. Et j'ai revéné plusieurs fois sur la même vidéo. Ouais, c'est fort le pouvoir de la vidéo. La force, c'est qu'il faut écouter. Et je conseille toujours aux gens, si tu vois une formation en ligne, ne suis pas une fois. Minimum 10 fois. Parce que chaque fois que tu suis, tu retiens quelque chose. Et donc, pendant 2 ans, je faisais ça. Vidéo, Oussama, autre, entrepreneur, mindset, il y a aussi des motivations. Tout ça. En fait, j'ai changé mon intérêt. Ah oui, tu regardais les vidéos qui te motivaient, les motivations. Motivatif. Ah oui, donc tu as changé toute ta façon de penser. Genre, Ça veut dire que je me suis créé un bagage. Ouais, donc là, tu étais chaud, là, tu étais énervé, même tu voulais. Et c'est là où je parle de préparation, c'est l'étape 0. Ouais, c'est très. Ouais, c'est vrai que. Ah, en fait, c'est lancé. Tu te prépares. Ouais. Et la préparation, c'est tout ça. Tu dois créer un environnement, un monde entrepreneurial en toi. Ah, parce que Tu te nourris des contenus qui parlent que de ce que tu veux être. D'ailleurs, on voit plein d'entrepreneurs qui commencent et au bout de 3 mois, ils ont craqué. Mais les gens ne se préparent pas. Moi, j'ai fait 2 ans de préparation. Ils sont pas prêts. J'ai travaillé, j'apprenais. En plus, tu apprends, du coup, on te dit il faut patienter, effort, capitalisation. Petit à petit. Ah, aujourd'hui, le monde est impatient. Tu vois, le monde est impatient. Je ne sais pas si même les jeunes aujourd'hui, les étudiants et tout, les gens veulent gagner la vie vite fait. Les réseaux sociaux, on devient influenceur ou voilà, on croit gagner 1000 euros et tout ça. $1000. Voilà, c'est ça. Non, c'est pas ça l'entrepreneuriat en fait. Et tu vois, il y a les problèmes aussi, c'est là. Donc, tu bouffes du contenu, mais quel contenu? Quand tu vas sur... C'est pourquoi j'ai aimé ton projet. Quand tu suis des contenus de gens qui ne parlent que des réussites, Shopify et tout, mais en Afrique, ça ne marche pas. C'est pourquoi toi il y a très peu et de moi, contenu. Il y a très peu de nous contenu pensons que nous devons créer pas la formation, mais du contenu. éducation, Donner de l'information. de l'information sur comment nous avons fait, Ouais. comment il faut faire en Afrique. C'est différent. Le business model qu'on peut mettre dans une plateforme EdTech en France ne marchera jamais si tu le fais au Congo. Ouais, pareil, nous, dans notre Et c'est pourquoi je n'ai pas peur de concurrents qui viennent souvent de l'Europe. Pareil, On exactement. va les cramer. Exactement. Parce qu'ils ne connaissent pas le terrain. Ils ne connaissent pas. C'est pas la même Tu vois, chose. ils ne connaissent pas. Nous, on a vécu ça. Et c'est d'ailleurs ce qui m'intrigue, c'est qu'on en voit de moins en moins des copycats. Là, il y a des gars qui ont des idées, qui sont allés en Europe, qui ont vu des idées en Ils Europe. sont orientés par les mauvaises Et qui reviennent et qui veulent copier le. Non, ça ne marche pas. Ça marche pas. Ça ne marche pas. Impossible. Regarde tous les Uber qui se fracassent. Ouais. Compliqué. Et donc, tu vois, c'est ça. Donc, nous, maintenant, avec toi, on se dit, Bonjour. tu as donc nos contenus en ligne, bien sûr, mais en Afrique, on a besoin de l'apprentissage entrepreneurial conforme, adapté au contexte africain. Parce que si tu apprends à quelqu'un le business model, fintech, de quelqu'un qui vit à Paris, de faire par exemple, voilà, les e-commerce, il ne peut pas les faire de la même manière qu'en Afrique. Non, on n'a même pas encore. On n'a pas l'infrastructure, on n'a pas l'Internet, on n'a pas ceci, on n'a pas les moyens de paiement. Il n'y a même pas d'adresse, il n'y a même pas de boîte aux lettres. Et donc, notre entrepreneuriat, c'est pourquoi je te disais hier qu'en fait, on doit même disrupter les processus entrepreneuriaux en Afrique. Par exemple, le levée de fonds, ça ne doit pas être comme ça s'est passé en Europe ou en Amérique. On n'a pas les mêmes conditions. On a de l'argent, mais oui, exactement, on n'est pas on n'a pas les mêmes conditions. Tu vois pas les baisser 100 millions sur PowerPoint. Les gars brûlent de l'argent, les banques sont en train de tomber. C'est difficile. C'est difficile. Oui. Et tout. Mais c'est là, on voit même ici, même les pays anglophones. Maintenant qu'il y a l'argent qui arrive, les pays anglophones sont en train de faire de grosses levées. Exactement. Mais ils brûlent du cash. Là, moi, je parlais avec un investisseur en série A d'un fonds d'investissement, dont je ne citerai pas le nom, mais très cool. Et du coup, on a rediscuté. Je l'ai vu sur JTEX, là, parce que là, d'ailleurs, on est actuellement au Maroc. Donc on a le salon JTEX qui est un salon, le plus gros salon tech africain, franchement très impressionné. Ouais, j'étais là aussi. C'est là où nous sommes dans JTEX. Yes.
Et du coup, j'ai recroisé cet investisseur et je lui ai demandé comment. Oui, il n'a pas investi en moi. Nous, on est rentré en discussion parce que c'était un moment où, c'est sur les pionnières, tu vois, on a rencontré des Pionnière de la investisseurs, francophonie. Et du coup, de fil en aiguille, je suis allé à Africa Arena, j'ai rencontré. Et du coup, c'est comme ça que je l'ai rencontré. En fait, on a discuté. Eux, c'est de la Serie A, donc nous, ça ne nous intéresse même pas. Mais on a créé du lien parce que lui, il aimait quand même mon projet. Et moi, ça m'intéressait quand même son monde et voir comment eux, en plus, c'est un fonds d'investissement africain. Et du coup, je lui demande comment va ton portefeuille. Et il me dit clairement, c'est la merde. Que, que c'est chaud, il y a une boîte qui prend, mais tout le reste, ils sont en train de brûler de l'argent. Là, ils brûlent de l'argent, ils recrutent. Le marché ne répond même pas. Ils n'ont pas de clients. Il y en a qui vont mourir. Il y en a plusieurs qui sont déjà morts. Il y en a qui vont mourir là à la fin du mois. Et eux, ils leur donnent des conseils. Ils leur disent arrêtez de recruter, licenciez, soyez plus propres, diminuez vos coûts, concentrez-vous sur votre marché. Et les gars sont déjà. Les gars, Ils brûlent déjà du cash. continuent à brûler et pensent déjà à la prochaine levée. C'est difficile en Afrique, ces modèles-là, ça ne marchera pas. On ne peut pas procéder comme les Américains, ils peuvent brûler des milliards sans que tu génères du cash. Mais en Afrique, ça ne marchera pas. Compliqué. Personne ne te donnera 10 millions et attendre que 10 ans pour que tu génères du cash, en fait. Parce qu'en même temps, il y a la sécurité financière qu'il n'y a pas, il y a l'infrastructure financière qui n'est pas là, les banques ne suivent pas, il y a tous les risques pays, l'insécurité, la guerre, la poupe. Il y a tout ça qui ne permet pas aux investisseurs professionnels d'envoyer suffisamment du cash dans nos pays. Et à l'inverse, c'est très compliqué aussi de pouvoir répondre. On a très peu de boîtes panafricaines, on a très peu de boîtes panafricaines qui du coup ont des assez gros marchés aussi pour pouvoir répondre. Si tu vas lever 200 millions de dollars, comment est-ce que les gars vont avoir leur retour sur investissement? Voilà, retour sur investissement et même la sécurité en termes de gestion de cash flow. Parce que là aussi, c'est un problème. Tu vois, c'est pourquoi avec toi, quand on a fait la francophonie, les pionnières et tout, avec l'OIF, ce programme était important pour nous. Avec toi, on est venu à Dubaï. On est allé à Dubaï parce qu'ici, on est à Marrakech. On est allé à Dubaï. Tu as vu comment on a rencontré des gens. J'ai rencontré donc des personnes à Dubaï qui m'ont dit on veut t'accompagner à l'international. Mais au Congo, on ne va pas envoyer du cash facilement. Non, et c'est d'ailleurs ce qui se passe. Faut que tu bouges. Que tu viennes à Dubaï, qu'on crée plutôt la société avec toi ici. Comme ça, on voit comment booster School RDC et puis aller dans d'autres pays. D'ailleurs, ça va se voir dans ce podcast parce que du coup, on a des entrepreneurs qui ont levé des fonds et pour qui, évidemment, ils n'ont pas pu lever sur leur pays respectifs. Ils ont été obligés de créer une holding en Europe ou aux États-Unis où en fait l'argent tombe là-bas. Donc les investisseurs américains vont investir sur une holding américaine et en fait cet argent va être rapatrié sur le continent pour faire les opérations. Mais c'est très difficile. Ouais, c'est compliqué, c'est des schémas. Je connais même un ami africain. Il m'a dit qu'ils ont levé 30 millions de dollars. Ils n'ont jamais reçu ça dans leur compte au pays. Parce que ça s'est arrêté aux îles Maurice. Mais tracasserie, comme pas possible. Et ouais. J'imagine, quelle tristesse. 5 ans après, les fonds n'est toujours pas disponible. Ils ne savent plus exécuter la stratégie. Les investisseurs, non. Là, on rigole, mais c'est sérieux. C'est chaud. C'est chaud. Attends, revenons à notre sujet. Vodacom, ça se passe. Donc, je quitte Vodacom. Oui, ça se passe, mais tu te sens que tu n'as plus de... J'ai plus d'impact dans la société. Du coup, je suis un peu un salarié bien. Tu te formes, tu changes ton mindset et maintenant, tu es prêt à entreprendre. Tu entreprends, tu quittes ton taf direct? Oui, je prends 2 ans d'abord de préparation. Avant de démissionner, je prends au moins 3 mois de réflexion. J'essaie de voir de la famille. Bon, je n'ai pas dit à la famille, tout le monde allait refuser. Ma mère, mes soeurs. Tu gagnes $2000, tu te réveilles pour aller tu entreprends quoi? Qui a déjà fait ça? Moi, j'ai dit. Moi, j'étais responsable de financement. Au CIPMEN, le plus grand incubateur du Niger. Et j'ai dit, maman, je vais aller dans la photo. J'imagine ta galère, quoi, c'est pas possible. Elle m'a dit, mais comment ça? Comment ça? Qu'est-ce que tu vas aller faire dans la photo? Tu as fait toutes tes études. Tu es là, tu es bien payé. On peut te trouver un travail dans une belle banque. Toi, tu vas aller faire de la photo. C'est quoi encore ton histoire? Et je lui dis, maman, s'il te plaît, donne-moi 1 an. Si un jour je te demande 1 franc, je vais vous mettre dans la banque que vous voulez, je vais travailler. Et voilà, maintenant, 2 ans plus tard, on est dans Forbes, on est dans les trucs, on est sur 30 pays, on est épanoui, on a de l'impact. Les photographes sont contents. Et la joie de l'entrepreneuriat, c'est là. Même quand tu galères, tu es épanoui en fait.
C'est ça. Parce que En fait, tu sais que tu es utile à c'est quelque chaud chose, parce que du coup, tu passes des nuits, tu passes tout ton temps, mais le cadre est là. C'est-à-dire que tu fais quelque chose où vraiment tu es passionné, tu es genre avec des gens tu rencontres des gens, regarde là, on se rencontre. Si j'étais dans ma banque, là, est-ce qu'on se Mais avec toi, tu vois, par exemple, l'histoire avec toi, ça fait 2 ans qu'on est presque dans le même parcours. Quand on a commencé la francophonie, après, tu vois, c'est intéressant, quoi. C'est passionnant. Mais après, il ne faut pas aussi vendre du rêve à Non, d'autres parce que c'est salariés. très Tu compliqué. sais, les c'est très, salariés, très c'est le plus compliqué. sûr. Hein. Ah oui, ça c'est clair. Et c'est beaucoup Le plus simple, c'est que maximum dans qu'on tous les était cas, tu salarié. payes à la fin de ton mois. Là, moi, même si l'argent ne rentre pas, je dois c'est payer comme, mes salariés. Moi, c'est-à-dire que moi, aussi, même si l'argent ne rentre pas, je dois payer les gars. Tout le 25 du mois, je deviens un peu stressé. Ah oui, ah oui. Parce que toi, tu peux te permettre de ne pas te payer. Mais Oui, les autres, c'est faut chaud. les régler. C'est très difficile. C'est ça, et Et tu sais donc, jamais de quoi demain est fait, quoi. Alors que quand tu es salarié, finalement, tu es quasiment un truc. moi, en tout cas, actuellement, je propose même. Ben, c'est pas mauvais. Hein? C'est pas mauvais d'être salarié. Ah bah non. Mais il faut de tout. Il faut qu'on change aussi, nous les entrepreneurs, la plupart maintenant, on exagère un peu. On veut que tout le monde devienne entrepreneur. Non. Ouais, je vois. Mais c'est Il faut qu'on change les narratifs aussi. Ouais. Il faut que les salariés, c'est pas mal. Il ne faut pas que les gens croient que bon, les autres sont entrepreneurs. Non, si tu es heureux, si tu te sens confortable comme salarié, reste salarié. Moi, ça, c'est aussi un message important. Parce qu'on ne doit pas commencer à faire croire aux gens que si tu es salarié, ça dit que tu as raté ta vie. Ouais. Il y a des salariés qui ont plus d'impact que d'entrepreneurs. Bien sûr. Il y a des employés qui sont plus utiles dans la société, plus d'utilité que les entrepreneurs. Tout à fait. Ce n'est pas tout le monde qui peut devenir entrepreneur et ce n'est pas la voie royale. Non. Si tu sens que tu veux contribuer à l'évolution du monde comme entrepreneur, tu deviens entrepreneur. Attention, parce que c'est pas que tu veux. Hein. C'est plus que tu veux, mais tu dois évaluer. C'est pour ça parler de la préparation. Ah oui. Mais après, si tu impactes la vie des autres et déjà en tant qu'employé, tu restes employé. Et c'est bien. Et tu as sécurité. Nous, notre impact, on l'a aussi grâce à nos employés. Oui, effectivement, nos employés, moi, je préfère même pas appeler employés parce que ce sont des collaborateurs. Oui, pareil. Parce que c'est des gens qui participent justement à impacter. Exactement. Et ils sont un peu en fait, moi, je les considère un peu comme des entrepreneurs. La plupart de mes collaborateurs deviennent associés. Ouais. Nous, c'est pareil. Tous ceux qui ont fait 4 ans, 6 ans avec nous. Bon, nous, on n'a pas encore cet âge-là, mais c'est l'idée aussi. J'ai mon collaborateur Alex. Développeur en chef, CTO. Il a fait maintenant plus de 4 ans avec nous. Il est maintenant associé à Dubaï avec nous. Il habite même à Dubaï. Ouais. Il est logé. Il est à Dubaï parce qu'il doit développer l'infrastructure technologique avec des experts. Quand je parlais de compétences et tout, et l'expertise. Tu vois, mais il est associé aujourd'hui. Il a commencé à employer. Parce que moi, dans tout ça aussi, j'essaie d'embarquer plus de jeunes talentueux avec moi, avec mes associés, pour qu'ils deviennent aussi associés. Et donc, il y a des employés qui peuvent être plus impactants que des entrepreneurs. Et être entrepreneur n'est pas un plaisir. Il faut qu'on arrête avec cette vie entrepreneur, millionnaire. C'est du vent. Donc, non, comment c'est si tu fais 10 millions par mois, c'est n'importe quoi. 10 millions de quoi? Tu le fais comment? Avec quelle équipe? Avec quel modèle économique? Avec quel moyen de payer? Avec quel support client? Quels sont tes coûts, parce que tu peux faire 10 millions. Pas 10 millions comme ça sur YouTube. Exactement. C'est n'importe quoi. Ah oui, alors donc il faut que les jeunes commencent à suivre un peu ces gens-là qui font des rêves pour dire devenez entrepreneur, vous allez bousiller votre vie. Il ne faut pas prendre ça à la légère, cette décision-là. Il faut que les gens comprennent que pour être entrepreneur, tu dois réfléchir. Moi, j'ai pris 2 mois chez Vodacom parce qu'on était là. Avant de quitter, 3 mois, j'étais en train de réfléchir sur les conséquences. Et ma conclusion était quoi? Je vais quitter, je vais souffrir, je vais galérer, mais je vais quitter et ça marchera. Tu vois, c'est pas que du genre, je n'ai pas dit je vais quitter, ça va marcher, non. Parce que j'ai analysé l'environnement. C'est comme Jésus disait, je vais à Jérusalem, ils vont me crucifier, c'est la volonté de Dieu. Moi, je savais que je vais souffrir et j'ai souffert. J'ai crevé, j'ai galéré, je suis passé d'un employé stable à un sans-abri à cause de l'entrepreneuriat. J'ai manqué à manger. J'ai dormi dans des savanes, dans des villages. D'ailleurs, pendant que tu es dessus, il faut qu'on fasse un petit point là-dessus, là, maintenant. Ouais. Donc, tu quittes ton travail. Ouais. Au moment de quitter ton travail, tu avais déjà commencé un peu à développer des outils?
Ouais, déjà au boulot, j'avais développé une application que j'appelais Vodabox à l'époque, Ok. qui m'a valu le prix de meilleur agent chez Vodacom 2015. Et ce petit logiciel, parce que j'ai trouvé qu'il y avait trop de problèmes de gestion d'archives dans l'entreprise. Là, je l'ai fait moi-même en Access. J'ai développé un petit logiciel pour le département, pour qu'on centralise un peu, parce qu'on était dans la distribution de Vodacom. Il y avait trop de contrats, trop de distributeurs à gérer. C'était la folie. Ouais. Trop de paperasse. J'ai essayé, j'ai dit, on doit scanner tout ça. On nettoie toutes ces tables. On a une base de données. Si quelqu'un veut voir tel contrat, il fait juste ça, il tire, il voit, il peut traiter. Et puis, j'ai commencé à développer pour que ça devienne même un système de gestion des courriers de l'entreprise. J'ai présenté à tous les directeurs, Paulin Ikwala, Albert Mboyou, tout le monde était... Et là, je me suis dit, waouh, mais si l'entreprise est contente d'un produit que j'ai conçu comme ça, c'est-à-dire si je mets 2 ans à travailler sur un projet, 3 ans, même si je galère à la fin, je veux vendre ça plus cher. Donc j'ai des compétences et des capacités que je peux vendre. Tout à fait. Mais qui peut aussi aider les autres à résoudre le même problème? Pourquoi si Vodacom est content qu'on peut résoudre ces problèmes ici, pourquoi je ne peux pas proposer à d'autres sociétés? Mais en étant employé chez Vodacom, je ne peux pas. Ouais. Il faut faire les choix. Uh-huh. Soit tu restes dans cette sécurité chez Vodacom, soit tu dégages et tu souffres pour créer ta propre sécurité financière. Mais à quel prix? C'est là le problème. Et donc, je savais que je vais souffrir. Je vais galérer. Je vais travailler dur. Mais j'insiste sur le fait que j'étais conscient que je dois souffrir avant que ça marche. Et j'ai suffisamment souffert. Et donc après, voilà. Et après, j'ai commencé tout ça. School Up maintenant, tout ça, l'histoire. Putain, c'est fou, hein. Ouais, même moi, c'est pareil, j'avais mes schémas en tête et ça se déroule, quoi. Enfin, quand tu sais ce que tu veux, ça, à force de te le dire, à force de te l'imprégner, c'est des choses qui arrivent, tu vois. C'est assez fou comment les projections mentales finissent par devenir des réalités, quoi. Oui, Quand tu te les appropries vraiment, quoi. Mais il faut être déterminé. Quand tu te dis vraiment, voilà, je vais faire ça, c'est pas genre je vais peut-être ou nanani, nanana, c'est je vais être. Parce que les gens ne comprennent pas votre proposition de valeur. Quand vous parlez de votre projet, ils vous disent oui, c'est bien, mais c'est juste pour un peu vous calmer. Mais après, ils disent, oh, mais c'est n'importe quoi, qu'est-ce qu'ils pensent? Et puis, quand je quittais ce Vodacom, il y a un vieux qui m'a dit, il m'a appelé, un vieux que j'aime bien. Quand j'ai annoncé ma démission, déjà, tout le monde n'était pas d'accord, même chez Vodacom. Ouais. Sauf mon chef à l'époque qui m'a dit, d'abord, il ne voulait pas. À un moment donné, il m'a dit, non, attends, qu'est-ce que tu veux foutre là? Qu'est-ce que tu veux? Les RH m'appelaient, aujourd'hui, elle est DGA, Madame Pamela. Elle m'a dit, Pascal, qu'est-ce qu'il y a? Canique. J'ai dit, oh, madame, je veux partir. Je pars où? Pour tout le monde, tu pars à la concurrence. J'ai dit, non, je vais partir. Je vais faire des projets. J'ai dit, non, attends, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu veux quoi? J'ai dit, je ne veux rien, je veux partir. Tout le monde, mais ils ne comprennent pas, en fait. Personne ne veut. Il y a un autre directeur qui m'a appelé, mais Khalid, si tu veux un autre job dans l'entreprise, j'ai un poste, tu viens, tu prends les postes. Un poste supérieur, en fait. J'ai dit, non, ce n'est pas un problème de plus-value ou de plus d'argent. Je vais faire autre chose, je veux faire une autre. Je veux faire autre chose. Et je veux que je parte de la plus belle manière, parce que ça va entrer dans mon histoire. Je veux quitter Vodacom bien, sans conflit, sans problème. Et je ne vais pas aller à la concurrence. Je rassure tout le monde. Parce que c'est ma vie qui va s'écrire dès que je quitte l'entreprise. Et donc, je veux partir, pas parce que je gagne moins, pas parce que je suis frustré, pas parce que j'ai des problèmes, parce que je veux créer mes projets. Et donc, presque tout le monde n'était pas d'accord, hein, mais après, mon chef m'a dit, ok, tu es tellement convaincu que bon, on t'est béni, vas-y, fais. Et il y avait un autre évêque qui était le seul qui m'a vraiment... C'était comme un choc électronique. Hein. Il m'a dit une chose, je lui ai dit, mon père, j'ai réfléchi, c'est un évêque. Hein. J'ai réfléchi à l'idée de quitter mon emploi. Je ne sais pas si c'est une bonne décision. Il m'a regardé, il a dit, mon fils, qu'est-ce que tu veux comprendre? Il m'a dit une chose, c'est qu'il faut savoir reconnaître
les signes de temps. C'est tout ce que je peux te dire. Et il y a des choses, si tu ne les fais pas au moment opportun, c'est fini. C'est fini, trop tard. Mais il faut reconnaître les signes de temps. Je ne comprenais rien en fait. Je suis rentré, je comprends en fait que c'était le moment. Et que si je ne partais pas maintenant, à ce moment-là, tout ce que je fais après ne devrait pas arriver. Le signe de temps, c'est que je sens que je dois partir. Et que j'avais des choses, que quand je faisais quelque chose, un projet, ça marchait. Ça veut dire que j'avais un potentiel. En tout cas, Mais je devais comprendre qu'il faut partir. Tu ne peux pas demander des choses, qu'on t'ajoute certaines choses, si tu as des choses, les mains occupées. Tu dois d'abord te débarrasser de ce que tu as entre les mains pour te pour qu'on te concentrer. donne, pour que tu prennes autre chose. Exactement. Et donc, j'ai Sinon, ça démissionné va tomber. proprement. J'ai fait un long message de au revoir, même sur Facebook, il y en a encore. Ça m'a tous mes collaborateurs, mes chefs, je les ai remerciés, tout le monde. Et puis, les jours J, je suis parti. J'ai pris 1 mois encore de préparation. 1 mois après, je lance le mouvement. Ok. Et comment ça se passe le mouvement? Qu'est-ce que tu fais? Comme j'ai prévu, pas comme j'ai prévu, comme je pensais que j'acceptais le fait que je vais galérer, mais c'était déjà la galère en fait. Parce que là, je suis passé vraiment d'un employé aisé, stable, à un orphelin. J'ai souffert. J'ai vraiment souffert. En fait, j'ai souffert. Il n'y a plus de salaire. Donc, finalement, en fait, Tout ce que tu as pris un peu comme des comptes finaux, tu investis, ça échoue, tous les projets échouent. Tout le monde commence à te rappeler ta mauvaise décision. Tiens, regarde, on t'a dit de rester, regarde ce que tu fais. Ouais. Tout le monde te rappelle en fait qu'on t'avait dit que ça ne marchera pas. Ah oui, on t'avait dit. Ah, mais j'ai connu des galères incroyables que je ne peux pas expliquer. On n'aura pas de temps pour ça. Mais pour dire en fait que... Oh, tu nous expliqueras dans ce qu'on va faire ensemble. Oui, maintenant dans les détails, on fera plus dans nos épisodes qu'on va faire là. Mais c'est pour le podcast, il mais faut vraiment comprendre que il ne faut pas prendre ces risques. Ouais. Si vous n'avez pas suffisamment mûri la décision, D'ailleurs, ça peut faire mourir. petit point juste pour ceux qui vont écouter le podcast, c'est que avec Pascal, on va faire une espèce de mini-série. On va relater tout son parcours entrepreneurial, donc ça va partir de avant jusqu'à aujourd'hui, et on va vraiment mettre en avant tous les différents points. Donc ça va être, on va passer par ses galères, ses réussites, le comment est-ce qu'il en est arrivé là, le comment est-ce qu'il a mis en place son business plan, comment est-ce qu'il a fait telle ou telle chose. Tout son parcours va être détaillé en épisode. Donc pour aller, si vous voulez aller plus loin, vous regarderez ces épisodes, on vous mettra aussi un lien vers ces épisodes-là. Et voilà, c'est bon. Oui, mais je t'avais proposé en fait, parce que juste te raconter mon parcours, c'est beaucoup plus instructif en fait. Je fais ça c'est comme un back to the community. Ça veut dire, voilà, j'ai eu la chance d'être accompagné par les incubateurs, par les accélérateurs, par les investisseurs, pour avoir le bagage et des formations, pour avoir le bagage que j'ai aujourd'hui pour porter cette lourde responsabilité. 45 salariés aujourd'hui, c'est pas facile. Il faut avoir des outils et des compétences et le caractère qu'il faut pour mener les combats. Et donc, moi, je t'avais proposé, donc, au lieu de se limiter à raconter ces histoires, si par exemple tu parles du business plan, il y a des gens qui peuvent dire, mais c'est quoi? On cherche des experts qui expliquent aussi, qui donnent des cours aussi. Tout à fait. Vraiment des vrais experts sur les business plans pour que tu ajoutes dans les podcasts des liens pour que les gens apprennent aussi. Ça, on va plutôt l'ajouter à School App. Oui, on a déjà des espaces sur School App pour l'apprentissage. Dans tous les cas, c'est le contenu. Voilà. Donc, du coup, le podcast, on peut diffuser partout, mais après, tu as des liens pour apprendre aussi, pour que celui qui veut devenir entrepreneur puisse se former. Parce qu'avant tout, la formation, si tu n'es pas formé, c'est foutu. Mais ça, c'est pour ça, je pense qu'on va vraiment le mettre sur School App, tout ce contenu-là. Nous, tu vois, vraiment, là, l'idée de ce podcast, c'est plutôt vraiment d'inspirer, de donner un overview de l'écosystème. C'est pédagogique aussi. Bien sûr que c'est pédagogique. Et surtout, il faut expliquer, hein, parce que si tu vas sur YouTube... Avec toi, on peut vraiment aller vraiment prendre un expert et faire une masterclass. Genre une masterclass sur le business plan, une masterclass sur le MVP, une masterclass sur le pricing. Mais pourquoi on veut le faire? Pourquoi j'ai accroché à ton idée de podcast? Parce que c'est très difficile de suivre des formations qu'on a sur YouTube, basées sur les compétences occidentales essentiellement, et de développer les business avec ces compétences-là en Afrique. Tu vas te
fait, tu peux te casser les dents. Tu vas te casser les On va te dire, non, il faut créer ceci. Tu crées quoi? Dans quel environnement? Dans quelle économie? Dans quel climat d'affaires? Dans quel écosystème? Inexistant. En fait, on a des défis que seuls nous, qui sommes sur le terrain en Afrique, pouvons aider nos frères à mieux comprendre comment construire une entreprise de zéro en Afrique. Parce que même quand on est allé, par exemple, à Dubaï, on est dans un accélérateur. Un gros. Mais quand tu expliques le business model, ils ne comprennent ils pas. ne comprennent pas. Bien sûr, normal. Ouais. Ils ne comprennent pas. Ouais, parce qu'ils ont leur vision sur leur environnement, On est dans un sur leur environnement écosystème. hyper connecté. Ouais. Ils sont dans la... Je te disais que l'Afrique, par exemple, aujourd'hui, n'a pas besoin de VR. On fait quoi avec ça? Mais ils sont déjà dans ça. On a plein de problèmes, on a plein C'est-à-dire, de choses à régler. Il y a une fracture générationnelle, technologique, entre l'Afrique et le monde occidental, surtout d'abord les mondes développés. Et donc, les podcasts que nous faisons, c'est pédagogique, mais surtout adapté au contexte africain. Tout à fait. Donc c'est vraiment, moi je prends ça comme la pédagogie. Hein, Oui, comme, oui, bah, en fait, pour moi, c'est une action sociale de dire, bon, je ne suis pas encore arrivé là où je veux, mais ces parcours quand même, je ne peux pas sous-estimer. Ouais. Passer des 0 employés à 45 ans, 4 ans, 5 ans, mais ça, c'est pour ça, on va vraiment... il y a quelque chose à partager pour les Ça, on va autres. vraiment creuser avec toi, ça va vraiment être une mini-série vraiment pour toi. Parce que vraiment, là, comme je t'ai dit à travers ce podcast, vraiment l'idée c'est de faire passer un maximum d'entrepreneurs qui ont de l'impact. Mais voilà, on a évidemment, toi, si on veut creuser ton histoire, on en a pour combien d'heures de contenu on va C'est créer. toute la vie en fait, on ne va pas arrêter. Et donc, C'est pourquoi je ne voulais pas les faire avec une légèreté, parce que j'avais annoncé aussi un programme Startup Club, je t'avais parlé de ça. Je ne voulais pas lancer parce que je me disais il faut un vrai plan, parce que c'est à très long terme. Donc ça va être pour toute la vie, parce qu'on ne va pas s'arrêter à parler de notre histoire pour inspirer. Donc inspirer, la pédagogie, donc former, ensuite accompagner. Nous devons être, moi et toi et les autres amis des d'autres pays, nous devons être en mesure déjà, comme on a les idées, d'être des premiers fonds, pas les premiers, mais d'avoir la possibilité de financer. Parce qu'on dit qu'il y a des problèmes de financement. Bon, si nous on a 10 000, 20 000 balles, on peut financer 10, 20. Donc, inspirer à travers nos stories, nos histoires, former à travers les conseils et les formations, accompagner en orientant même dans les incubateurs, ou même nous-mêmes en investissant, en prenant des actions dans des idées, dans des projets, parce qu'on comprend mieux nos difficultés quand on a commencé. Et donc on peut mieux accompagner ceux qui commencent. Puis les trucs, c'est qu'en non seulement on est on est déjà de pays différents, et en plus on est d'industries différentes. D'industries différentes. Donc c'est sûr que si on met ensemble nous tous, avec tous ceux qui ont notamment passé sur le podcast, tous ces talents qui sont là. Et les réseaux que nous avons. Exactement. Parce que moi et toi aujourd'hui, ensemble, on peut couvrir toute l'Afrique. Exactement. Et nous, on a chacun notre réseau. Et en fait, plus on va pouvoir couvrir un maximum de secteurs possibles, que des talents. Et surtout qu'on est tous terre à terre, on est tous sur le continent, on sait. En fait, on est africain. Ouais. Même si on va ailleurs pour chercher les compétences, les connaissances, les moyens financiers, mais c'est pour ramener l'impact en Afrique. Ouais. Et moi, aujourd'hui particulièrement, je considère l'Afrique comme mon pays. Donc partout en Afrique, j'aime ça chez moi. Je suis au Maroc, je te disais, je trouve c'est incroyable la sympathie que je trouve ici, la gentillesse, la politesse. J'aime ça chez moi. Je vais à Abidjan, j'aime ça chez moi. Je vais chez toi. Bon, mais parle en arabe. Tu es même allé au Bénin. Les taximans, il y en a qui me disent qu'ils pensent que je suis d'ici, genre que je suis du désert. Mais ça aussi, c'est passionnant, quoi. Ouais. Mais revenons à School App. Là, on s'est égaré encore. School App. Tu as lancé. À quel moment, comment tu as lancé School App? Ah, je suis pas parti. Là, les gens qui écoutent, ils veulent savoir ça maintenant. Là, c'était quand même, je vais résumer, c'est très long. Ouais, fais-nous la version courte, parce que la version longue, on l'aura dans ta mini-série. Ok. Fais-nous une version courte. Donc, il faut creuser, je creuse. Je décide enfin de quitter mon emploi, 2000 balles, abandonné, tout en étant conscient que je vais souffrir, mais je prends cette décision. Ouais. Et je souffre sérieusement. Mais au début, je n'ai pas lancé School App. Au début, j'ai créé un laboratoire de solutions logicielles, la BES,
qui est le nom de mon père. Quand tu dis laboratoire de logiciels, c'est parce que tu as créé plusieurs... Plusieurs logiciels. On voulait créer plein de logiciels pour commencer à résoudre tous les problèmes qu'on doit. Ça, c'est une belle erreur de... Ah, ça, c'est vraiment l'erreur des débutants. Vous n'êtes pas beaucoup, vous mettez des ressources un peu partout. Ouais, parce qu'en fait, tu vois, j'étais informaticien à l'université, on faisait plein de logiciels et tout. En fait, il y a tellement. En fait, mais c'est que naturellement, ça a du sens. Je te dis, plus je vais faire de il y a trucs, trop de problèmes en plus Afrique. je vais faire de. Voilà, il y a plein de trucs problèmes. Et plus tu dis. Tout est à résoudre. Et je voulais tout résoudre. Plus les clients vont venir. Je vais ici au Média, la santé, il n'y a pas de logiciel, il n'y a pas d'application. Dans les domaines de santé, je vais résoudre pour les problèmes. On commence avec la santé, 2 ans galère, ça ne marche pas. Ouais, le marché n'est pas forcément prêt. Ah, ça ne marche pas. Ouais, plus que la solution, le truc, c'est qu'en plus, il faut la porter sur un marché. Enfin, c'est ça, c'est que les marchés doivent être aussi prêts. C'est la différence entre une invention et une innovation. C'est que l'invention, tu peux créer tout et n'importe quoi. Et l'innovation, c'est vraiment c'est cette invention qui est acceptée par un marché. Tu peux créer un non seulement accepté, mais qui doit être. Les marchés doivent être prêts à consommer, exactement accepter. Donc à payer pour le. Après, qu'il y ait ça qui prennent. Pas seulement à payer en fait, parce qu'aujourd'hui, les gens peuvent payer des services aussi, mais il faut que ça puisse quand même coïncider où il y a un alignement qui doit se faire. Donc il y a des projets qu'il ne faut pas lancer plus tôt, il y a des projets qu'il faut pas lancer trop tard. Ouais. Et c'est là où dans les 2 ans de galère là, j'ai compris ces histoires-là. Je savais qu'est-ce qu'il faut lancer maintenant, qu'est-ce qu'il faut lancer quand on aura plus de moyens. Ça, on appelle ça le time to market. Le time to market, c'est ça que je voulais dire dans les termes. Si on parle trop des termes techniques, ça va être compliqué aussi. Le time to market, voilà, c'est ça le temps, il faut avoir le bon temps, être arrivé au bon moment. Voilà. Et donc nous, on a commencé à... Genre la VR, aujourd'hui en Afrique, c'est trop tôt. Je ne sais même pas, peut-être même dans le monde, parce que ça décolle quand même difficilement. Bon, je ne vais pas parler de ça parce que c'est des problèmes. Et puis, donc, je quitte l'emploi, je commence ces laboratoires des logiciels. Je fais appel à mon associé, donc Guy José, que tu vas aussi peut-être rencontrer. Ouais. On essaye maintenant avec cette histoire de médecine, de médical, une application médicale et tout. Ouais, c'était intéressant. En fait, les gens aimaient, mais le marché, l'infrastructure ne suivait pas. Il fallait des infrastructures, il fallait la sécurité, c'est compliqué avec nos infrastructures, l'Internet à faible débit, tout ça. On a tenté trop d'échecs. On commence à réfléchir avec lui, comme il est pédagogue, il est prêtre aussi. On commence à dire, mais on fait quoi finalement? On fait d'autres logiciels. Mais tout ce temps, on continue à forcer. Et donc à échouer. Du coup, l'argent ne rentre pas. Suffisamment d'échecs. Vous êtes sur fonds propres. Vous créez en même temps trop de dettes. Donc, les 2 ans avant School Up, les dettes, les problèmes, et puis les problèmes qui vont maintenant impacter toute la vie, affectifs et tout. Tu perds beaucoup de choses et tout ça. Et les gens, des rejets, les critiques et tout, tu prends tout sur toi. Après 2 ans, quand on a lancé cette boîte, la baisse, 2 ans après, ça ne démarre pas. Et c'est là où j'ai rencontré Sycomore Venture de Genius City. Donc après 2 ans de la baisse est un échec carrément. Avec Guy José, on décide de créer School Up avec Sycomore, qui nous conseille. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont justement vu cette faiblesse où on voulait faire tout. Mais quoi, donc vous avez vu un panneau Sycomore, vous êtes rentré dans Sycomore? Non. En fait, comment on les a rencontrés, c'était à travers un concours de start-up. Ok. Kinshasa Digital, qui est une agence à Kinshasa, tu dois le connaître aussi. À l'époque, on organisait des événements. Okay. Donc, ils ont organisé un événement Kinshasa Digital Startup Contest. D'accord, donc un concours startup. Un premier concours de pitch au Congo. Ouais. Et j'ai dit, en fait, je ne voulais déjà pas participer. Je venais avec les complexes d'avoir travaillé chez Vodacom, tout ça. Je ne vais pas dans les concours, je vais faire ma boîte, ça va marcher. Ah, ça va marcher. C'est que tu as appris chez Vodacom, mais ce qui est startup, c'est pas des choses. C'est rien, ça n'a rien à voir. Chez Vodacom, tu fais des business cases. Mais dans ta startup, tu dois faire le business model. Je comprends un peu. C'est des choses différentes. Donc, c'est pourquoi dans la formation, il faut expliquer aux gens c'est quoi un business case, c'est quoi un business model, c'est quoi un business plan. Parce qu'il y a trop de confusion. Il y a même des gens qui croient que le business model, c'est le modèle des revenus. Donc, tu vois, du coup, ils organisent ce concours. Je crois un ami nous force un peu. Hein, Pascal, tu dois participer et tout. Même chez Vodacom, les concours avant, je ne voulais pas, quelqu'un m'a forcé pour le faire. Et puis ces concours-là, je ne voulais pas, quelqu'un m'a forcé. Je fais les concours. Tu veux pas, tu le fais. Bon, on a soumis. Donc tu pitches ton projet avec tes 15 000... tous les logiciels. Tous les logiciels, ok. En fait, déjà, tout le monde était emballé.
Ils ont de la solution. Parce que quand je pitch. Ok, Tu vois, j'ai fait un peu la musique aussi. ok. Je suis un peu artiste. Ouais, c'est fluide. Ouais. C'est fluide, ça Je suis chante. plus ça à l'aise au parle. podium. Ouais, moi, je t'ai vu pitcher, tu m'as regardé. Ah, aussi. tu vois. Oui. Et c'est pas juste que j'ai vendu du vent, mais j'ai pitch ma vision. Ouais. Et donc, les jurys étaient emballés. On a remporté ce premier prix. Et Sycomore Venture avec Ingenious, c'était, que tu connais aussi, à Kinshasa, et nous ont détectés. C'est comme eux qui nous ont détectés, en fait. Donc, ils sont venus. Ils m'ont approché, le vieux Félix Amouna et François Ngueni. Ils nous ont approchés pour nous conseiller. Ils ont dit, écoutez, ce que vous avez fait, c'est très intéressant. Nous, on veut créer le premier fonds d'investissement à capital risque au Congo. On veut vraiment financer des jeunes, on veut accompagner les jeunes. On pense qu'on peut parler. Ouais, venez, on discute. Je vais aller chez eux, on discute. Ils me disent, mais c'est beaucoup de choses. Oubliez un peu tout ça. Ah oui, oubliez tout ça. Oubliez tout ça. Prenez juste la partie éducation. Focalisez-vous sur ça. Le vieux Félix, c'est un entrepreneur chevronné qui avait déjà des entreprises qui faisaient des millions de dollars. Ah, ok, d'accord. Donc, il a connaît, vu. quoi. Il a vu. Ouais, le mec. Il a vu les potentiels, Ouais, mais il a vu qu'on était éparpillé dans tous les éparpillé. sens. Et il m'a dit, recentrez-vous sur une chose et vous allez réussir. Alors, ils ont pris des participations, 30% dans le capital, ils ont mis de fonds. Voilà, Tu peux accompagnement. parler un peu des montants ou pas? Bon, moi je peux parler, après c'est à toi de voir aussi. Bon, nous on ne cache rien, hein. Nous tout ce qu'on fait, Si, on on le peut le disclose, on peut le disclose. C'est toi qui me. Non, si tu veux on le y dire. va. Dans le monde des startups, il faut aussi qu'on soit un peu en Afrique, qu'on soit un peu plus. Qu'on C'est soit. ça. Ouais, mais tu sais, des fois, tu Transparent. as des termes avec les investisseurs qui veulent pas parler de l'argent qu'ils ont sorti. Bon, aussi, comment on avait communiqué. Toutes ok. nos levées de fonds, on communique. D'accord. Du coup, vous avez mis. J'essaie quand même d'inculquer aussi cette culture-là. Il faut que les gens savent. Bien, moi, je suis très Euh, pour cette sache la transparence, réalité. Mais ouais, mais t'as des commandes. On passe 60 000, en fait, les contrats de 60 Qui vous 000. donnent 60 000 pour 30%. Bon, pas en cash, hein. Il y avait un L'accompagnement. kind aussi, donc un kind maintenant en nature. Donc, notamment les bureaux, tout ça, mais il y avait aussi un peu de cash. Mais une valeur de. En gros, on vous donne un truc, Un paquet de 60 000 balles Donc, en ils vous prennent les 2018. 30% pour 60 000 balles. Ouais. Ok. D'accord. Et donc, ça, c'est pour valider les MVP finalement des School Lab. Ouais. Donc, c'est un peu comme la création maintenant des School Lab. C'est comme ça même qu'on a créé School Lab à ce moment-là. D'accord. Quand tu dis créer, c'est que vous l'avez enregistré, Enregistré. vous avez fait vos statuts. C'est vous là, êtes la aligné. créé, oui, avec eux, Ouais. avec Guy José, mon D'accord. cofondateur. Donc avec eux, vous avez écrit votre proposition de valeur, votre Non, mission, votre notre vision. MVP, Ouais. le minimum produit. Viable product. Voilà. Je ne sais pas comment on peut dire ça en français. On aura beaucoup de difficultés. Produit minimum viable. Produit minimum viable, ça veut dire que c'est les premiers produits qu'on peut vendre. Ouais. C'est une version très simplifiée. Une version comme produit, simplifiée qu'il faut qui faire permet juste de valider tester le marché. le marché. Ouais. On crée les MVP School Lab. On va surtout en zone rurale parce que nous, l'esprit chez School Lab, c'est d'abord la zone rurale. C'est pourquoi je t'ai dit moi-même, je viens des zones rurales. Je viens des villages. Bien sûr. Donc, Et t'as quitté aussi Vodafone pour aider. voilà. Et en même temps, Vodacom. parce que c'est la majorité qui est Population. marginalisée. C'est la majorité qui est en fait sacrifiée. C'est-à-dire plus de 80% chez nous, c'est les zones rurales. Ouais. Plus de 70% n'ont pas accès à Internet. Bon, si je me concentre à faire des solutions sur Internet, ça sert à qui? Est-ce qu'ils en ont besoin, ceux qui sont connectés? Non. Ils ont des bonnes écoles déjà et tous leurs parents ont des voitures, ils les amènent partout, ils voyagent. Ils sont déjà bien. Donc, focalisons-nous sur les zones qui n'ont personne pour les aider. Les zones qui sont marginalisées, où il y a vraiment, on sent vraiment la fracture numérique, où on sent que ces gens-là ont besoin d'améliorer la qualité de l'éducation. Nos solutions doivent être adaptées d'abord à ces zones-là. C'est pourquoi notre approche est différente. On ne se focalise pas à trouver des solutions qui peuvent bien fonctionner sur Internet, mais d'abord les solutions qui peuvent fonctionner offline. Ok. Là, vous prenez le problème à l'envers. Enfin, dans le À bon l'envers. sens, finalement. Dans le bon sens. finalement. Mais Parce que- dès que ça réussit dans le sens du zone rurale, automatiquement ça réussit. Et c'est là notre force. Le plus compliqué, c'est de le faire fonctionner. C'est là notre force. en offline. Ça dit nous on parle de low-tech. Ouais. Nos concurrents étrangers parlent de high-tech. Tu viens avec une solution classe virtuelle adaptée au modèle belge, je vais te battre au Congo. Sans réflexion. Bien sûr. Parce que tu ne vas pas me battre. Ouais, t'as pas accès à tout le J'ai milieu rural, vécu. quoi. T'as pas accès à... Ça veut dire j'ai la majorité, j'ai le peuple. 80% zone rurale, nous avons le peuple. Là, Avec finalement, leur marché, c'est que 20% de la population. 70% qui ne sont pas sur Internet, nous les avons.
dont j'ai le peuple. Nous avons le peuple. School Up, c'est pour le peuple. Ouais. Donc, c'est pour ces gens non connectés. Et donc, tu vois, c'est ça. Nous validons donc ces MVP, toutes ces études, premier Et business comment plan. vous l'amenez en offline au début? Ouais, au début, c'est d'abord, on commence avec Free Basic, Internet gratuit, mais on trouve que c'est toujours limité C'est un parce truc qui te permet qu'il faut de quand même diffuser une petite gratuitement sur connexion Facebook. Internet gratuitement, mais sur quand même un réseau. Ok. Donc là, il faudrait qu'en fait, là, à ce moment-là, du coup, vous avez développé un truc où les gens qui ont accès, qui ont un téléphone, Qui ont un et téléphone qui ont un réseau connecté à Internet, connecté à Internet, puissent peuvent se l'utiliser utiliser sans payer. Là, d'abord, on enlève la facturation est déjà mise de côté Ouais. parce que notre problème, c'est le pouvoir Et d'achat. quand on dit payer, on parle de payer les télécoms. Enfin, on parle de payer, De payer Internet. l'Internet. On parle de payer Internet. Donc, on fait d'abord la première solution, Free Basic, Ok, donc là, gratuit. pour Dès que t'as accès à permettre aux Internet, tu enseignants peux qui ont quand l'utiliser même accès à Internet d'utiliser sans acheter l'Internet. D'accord. Ok. Mais on trouve que c'est limité parce qu'il faut quand même avoir un accès à Mais Internet. ouais, il y en a Donc, qui c'est ont pour même pas. 20%. Ok. C'est pour D'accord. 20% de la population. Et qu'est-ce que vous Alors, il faut faites, trouver une solution. On commence à réfléchir. Pendant tout ce temps, la galère continue. Donc, on ne fait pas les retours sur investissement quand même. On continue à réfléchir sur la solution, toujours les produits pour améliorer. On crée maintenant la plateforme totalement offline. Tu vois? Donc, on est parti sur l'idée de sans payer l'Internet. On dit que c'est toujours pour la minorité. La majorité est toujours sacrifiée. Il faut créer la plateforme totalement offline. On crée maintenant School App mobile, donc offline, une application mobile. Mais notre défi se présente. Les gens, Les gens qui sont en zone rurale, Est-ce ils qu'ils ont n'ont pas de téléphone. Eh oui, ils n'ont pas de téléphone. Ah, ils n'ont pas de téléphone. Pourquoi ils n'ont pas de téléphone? Parce qu'ils n'ont pas de réseau. En tout cas, ils n'ont pas de réseau. Pourquoi ils vont avoir un téléphone pour jouer? Du coup, il faut qu'on crée un device qu'on va proposer à la majorité qui n'a pas de connexion, qui n'a pas de téléphone, pour que même si la télécommunication n'est pas là, que notre device soit là. Qu'on précède donc la pénétration du réseau d'Internet. C'est pourquoi School App, je l'ai dit souvent, School App a précédé la pénétration du numérique, la pénétration des télécommunications dans le marché. Nous les précédons. Même quand on vient ici au Maroc, Vous donnez des téléphones sans réseau, mais avec School App tu as les contenus, tu as l'application, comme si tu étais sur Internet. Ouais. Ça veut dire nous cassons la fracture numérique. Et là, c'est là où la proposition valait que les gens ne voient pas. Aujourd'hui, tu paies quelqu'un, les enseignants qui achètent nos tablettes sont dans des zones qui n'ont, il n'y a même aucun réseau. Et ils sont contents. Parce qu'ils ne se sentent pas oubliés. Donc on a réduit la fracture numérique et on réduit en même temps la discrimination numérique, si je peux dire ça comme ça, et les inégalités. Ouais, parce que du coup, on a du contenu de qualité, du contenu qui est à jour. Et l'application, et on a toute une gamme d'applications. Ce n'est pas que les contenus. Hein. Ouais. C'est-à-dire même l'école qui est en zone rurale, avec notre tablette, peut gérer toute l'école, tout le temps, avec une application mobile. Sur la tablette offline. De CMS pour école, quoi. SMS. Oui. CMS, ouais. Oui, ERP, gestion de l'application offline de gestion de l'école. Ouais, le HubSpot de gestion de l'université offline. Gestion de la classe pour l'enseignant. Gestion des présences pour l'enseignant, pour les élèves. Offline toujours. Okay. Gestion de l'école de présence, l'archivage, tout ça. Calcul de points. Tout offline. Okay. C'est-à-dire sur notre tablette, on t'apporte une panoplie de solutions offline et tu es à l'aise. Et comment vous financez ces tablettes? Non, mais avant même de financer, parce que peut-être ça sera on va parler, mais c'est pas fini. On a un problème. Ces zones reculées n'ont pas d'électricité. Ah ouais, c'est vrai. Et les tablettes, il faut les charger. Ah oui, je l'avais oublié celui-là. Oh là 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 là. Eh oui. Problème sur problème, solution sur solution. En tout cas. Et donc, vous faites quoi? Vous avez trouvé? Et donc, on décide finalement de travailler avec les Chinois, nos partenaires chinois et indiens. Et on produit des powerbanks solaires. Ok. Désormais, ajoutés à côté de nos tablettes. Ok, donc vous vendez en même temps la tablette et les sources d'énergie solaire. Mais comment vous vendez à un enseignant qui est en plein fond de la brousse, il a le cash pour payer ça? Voilà. Troisième problème. Bon, pas ça, c'est pas de problème, j'appelle ça souvent les défis qu'on rencontre, parce que les problèmes, c'est la qualité de l'éducation. Oui. Mais après, on a des défis, des challenges. Et donc là, les défis de pouvoir d'achat. Comment l'enseignant qui est payé 100 balles, 200 balles le mois peut acheter une tablette à un kit, parce que ce n'est pas juste une tablette. Hein. Le chargeur. C'est la tablette, la chargeur solaire, les applications. Il y a plein d'applications qu'il peut utiliser partout, sans Internet, sans réseau. Ouais. Comment il achète ça à 200 balles, 250, 300? C'est là où j'ai dit la Robank qui nous a donné $1000 en 2018.
sponsorisé, premier contenu. La Robank entre en jeu. Oui, la Robank. Mais attends, parce que du coup, ça, c'est juste après. Là, on a sauté du coup une étape. C'est qu'entre-temps. Mais je voulais quand même que ces défis soient directement liés à ces 3 défis, parce que ça fait un produit complet finalement. Tu vois? Ouais. Du fait qu'on crée maintenant les crédits School Up avec la Robank. Mais comment tu es rentré en contact avec la Robank? C'était ça c'était notre concours qu'on a encore gagné des prix. Voilà, c'est ça, on n'a pas dit. On n'a pas dit que tu as gagné un autre concours. Ouais, on a gagné je crois, plus de 6, 7. Mais tu as participé notamment au fameux concours de Seedstar. Oui, donc quand on est allé avec Engineer City, Sycomore, levée de fonds, 60 000 précides et tout, voilà, on s'est dit, ok, on valide le MVP. Ouais. Et quand on a validé le MVP, Seedstar arrive au Congo, compétition internationale des startups. Et donc, on postule. Et là, j'ai postulé, moi j'étais au village en campagne. Parce que je suis allé finalement commencer à valider les modèles dans des villages. Ouais. Parce qu'il fallait donner des solutions aux gens qui sont dans des villages non connectés. Donc, j'ai passé 2 mois dans la brousse. Ouais, okay. Et j'ai des photos. Hein. Okay. Et dans la brousse, quand j'ai dit la brousse, j'ai dormi même parfois sous les arbres comme ça. C'est pourquoi moi, je n'ai pas peur de confort. En fait. Tu vois, je suis un guerrier. Okay. Donc, je suis allé au village. Okay, là, pendant que j'étais là-bas, on m'a dit il y a un concours. Ouais. Comment c'est concours encore? Je suis là, je suis déjà dans la galère, quoi. Non, tu dois pitcher, tu dois. Tous les startups ont pris 3 jours de préparation pour pitcher. Ah, les espèces de bootcamp avant. Bootcamp. Ah, ouais. Moi, j'ai pas fait ça. T'arrives le jour J. J'arrive j'ai fait ça à aussi. 1 heure du pitch. Ouais. Pas de l'événement. L'événement avait déjà commencé. Donc, on ne s'attendait même pas à ce que je sois là. Ouais. Je viens avec l'histoire de la brousse. C'est qui? Moi, c'est School Up. Ah, non, c'est même pas School Up. La School Up avait déjà, les noms avaient déjà commencé parce qu'on avait validé le MVP. J'arrive, Paul Emmanuel, qui travaillait à un moment donné, il travaille chez Seedstar, mais après il a aussi travaillé ensuite chez Engineer City avec Sycomore, qui nous avait financé en précis. Donc Paul Emmanuel qui coachait les startups, il est ivoirien. Il me dit, mais c'est toi, mais ce qu'on l'appelle, on a formé les autres. J'ai dit, non, ça va, explique-moi, c'est loin. Il m'a dit, non, tu vois, ça va se passer comme ça. J'ai dit, ok, je vais pitcher. Ah, alors que pendant tous les voyages, je faisais que préparer mon pitch. Dans la petite voiture, là. Oh, putain, moi, il m'arrivait la même chose. J'étais au Niger. On était parti avec une mission avec le ministère de l'Énergie pour aller faire des photos des centres d'extraction, des sites d'extraction de pétrole. Donc, on était en plein milieu du désert. Okay. Pas d'internet. Et à ce même moment, il y avait une compétition qui s'appelle Africanis, qui est organisée par Impact Hub, qui te permettait en fait de gagner à la fois, c'était 2 millions à l'époque, mais pour nous c'était beaucoup, c'était 2 millions de francs CFA. 2 millions de francs CFA, et te permettait d'aller au Sénégal pour le sommet africain de l'investissement francophone. Mais c'est important ces genres d'événements. Et du coup, moi je me suis dit, on s'est inscrit, mais entre temps, moi j'avais un client, donc je me suis dit, je peux pas laisser mon client et faire ce truc, donc je suis allé. C'était le même défi. Ils avaient genre 3 jours de bootcamp, plus le dernier jour et de tu as raté le bootcamp. J'ai pas fait le bootcamp. Mais le pitch, moi j'étais en plein milieu du désert, je pouvais pas revenir pour le pitch. Ah, moi, c'est et donc j'appelle l'équipe, je dis pardon, vous m'avez sélectionné, laissez-moi pitcher au téléphone. Et on n'avait pas internet. Les seuls, ce qu'ils ont fait, c'est que il y a juste un moment où on a repris un avion pour revenir parce qu'on est loin, on est vraiment en plein milieu, vraiment le désert. Il n'y a même pas, tu as un village tous les 50 km, c'est vraiment le désert dans les dunes. Et là, du coup, genre, il y a un moment où on a une fourchette de 20 minutes d'internet. Et donc, du coup, je rappelle à Niamey, à la capitale, pour leur dire vraiment, là, je peux pitcher maintenant. On me fait pitcher. Je pitch rapidement. L'internet se coupe. Je ne sais pas ce qui se passe. Question-réponse, j'ai à peine fini. Et je ne sais même pas si je suis pris ou quoi, tu vois. Donc là, je continue. On repart dans la mission. On rentre dans le désert, nanana. On vole. Et là, on revient du coup dans une ville où il y a Internet. Et là, on m'envoie des messages, félicitations, nanana. Et donc, je comprends que c'est comme ça que du coup, on a gagné. Et vous avez gagné. On a enchaîné, quoi, ouais. Ah, on est des champions. Mais ouais, c'est fou comment, genre... Je te jure, je craignais même que j'arrive après l'événement. Et donc, je suis arrivé à 1 heure de l'événement. Paul Emmanuel m'explique vite fait. Et Seedstar, là, c'est l'anglais. L'anglais, moi, je suis francophone. Heureusement que j'avais un peu l'anglais. Ouais. J'ai dit, j'ai pris. J'ai dit, c'est maintenant que les choses doivent changer. C'est maintenant. C'est maintenant que je dois basculer. Et c'était le déclic à ce moment-là. Et j'étais concentré, je n'étais pas intéressé à tout le reste. J'attendais mon tour. Et j'étais le dernier à pitcher. Quand je suis passé, j'ai détruit les choses. J'ai cassé la baraque. T'as fait du propre. On remporte les prix.
Et j'étais sérieux. Je disais, c'est maintenant ou jamais. Et donc, tout le monde ne savait même pas que je suis là. Déjà, quand on m'appelle à la fin, mais c'est qui en gros, c'est lui? Parce qu'il y avait déjà des prétendants gagnants. Puis les gens qui étaient déjà aimés, Qui est dans le qui bootcamp étaient déjà dans les bootcamps, puis ils ont déjà fait des copains, tout ça. Tout le monde s'attendait à ce qu'eux gagnent. Et puis, Donc, il y avait un deux David prix. qui sort de la forêt, il monte au podium, il fait basculer tout le plan. Et là, donc, et qu'est-ce qui se passe du coup? Il y avait 2 prix à gagner ce soir-là. Ouais, le Je prix prends de les la deux. banque et le prix Et le prix de la Robank, et le prix de de Seedstar. l'innovation et le prix Seedstar Ouais. national. Ouais, qui te permettait d'aller à l'étape suivante. Voilà, on était 13 finalistes, je crois. Donc j'ai pris les 2 prix. School Up. Nous avons remporté les 2 prix. Et je suis rentré en campagne le même soir. Ok. Donc, On a pris les prix et puis on est pas prêt célébrer. à plié ça. Robank nous Tous donne les mecs 1000 qui ont fait le balles, bootcamp, 1000 ils sont tous repartis faire leurs affaires. Ouais, il fallait se Ça, battre. Hein. t'as tout gagné. Du coup, ça implique que donc, tu gagnes Seedstar national, tu as Seedstar du coup niveau Afrique. Ouais, Seedstar maintenant comprend les MVP, comprend notre modèle, il voit l'impact potentiel, il voit les problèmes qu'on résout, il voit l'aspect emerging market, donc marché, pays émergent, il voit l'aspect zone rurale, il voit l'impact que peut avoir cette solution School Up. School Up dit, plutôt, Seedstar nous dit, bon, on y va. Seedstar nous prend, Robank aussi au même moment, nous sponsorise avec $1000 pour produire le premier contenu, 2018. Donc, c'est comme si tout était fait pour que ça soit à ce moment-là. On a Seedstar et Robank qui sont vraiment comme nos parapluies finalement. Vraiment, la Robank, c'est une banque, honnêtement, ils ont beaucoup contribué à notre développement. Et c'était étrange, c'est une dame qui n'est même pas congolaise en soi, mais elle a vu notre solution, elle m'a appelé dans son bureau, Madame Neima, et elle me dit, Pascal, je crois à votre solution, et je vais aider pour que la banque vous soutienne jusqu'au bout, parce que je sais que ça finira par marcher. Je ne sais pas comment elle savait. Et jusqu'aujourd'hui, on travaille avec elle, avec la banque. Et dernièrement, je lui ai rappelé, Madame, vous savez que vous m'avez dit que vous croyez à notre solution, et aujourd'hui, on génère des centaines de milliers de dollars avec la Robank en partenariat, alors qu'au début, vous avez donné $1000 en sponsoring, c'était beaucoup à l'époque. Et puis, vous nous avez encore subventionné $25 000 2019 pour toujours les contenus. Et puis, 2020, 25 000. Tu vois, une banque comme ça, c'est pourquoi il faut que les grands groupes aussi soutiennent le jeune pousse. Parce que ça peut disrupter les modèles économiques même des grands groupes. Ça peut apporter de la valeur. Aujourd'hui, on a des contrats de télécom, Vodacom, Orange, Airtel, où on apporte des revenus additionnels à leur portefeuille. Mais on est une jeune start-up, tu vois. Donc, il faut que les grands groupes aussi respectent un peu plus et aident un peu plus les start-up. Et c'est un travail aussi pédagogique que nous devons faire avec vous pour qu'on comprenne qu'une start-up, c'est pas un mendiant, c'est pas une... Tu vois, c'est pas... C'est comme si on ne respecte pas assez les start-up en Afrique, tu vois. Non, on ne respecte pas, on ne prend pas au sérieux les start-up. On croit que bon, c'est des gens qui vont... Qui sont pour s'amuser, qui... C'est par eux que l'innovation peut venir, que les changements peuvent arriver. Exactement. Et donc, à ce moment, Seedstar nous prend, Robank aussi nous soutient. Et on part finalement à Seedstar Afrique, sommet Afrique, en Tanzanie, Dar es Salaam, oui. Et puis après Tanzanie, on sélectionne des startups qui vont pitcher au main stage à Lausanne. La grande finale à Lausanne. La grande finale à Lausanne. Là, on arrive. Sélectionné, tu arrives à Lausanne. Waouh, quel monde. La grande scène, le grand truc. On fait d'abord le bootcamp, les investisseurs de haut niveau. Seedstar, c'est une machine. Ouais. Une machine. Donc là, je rencontre des vrais entrepreneurs. Tu rencontres des coachs, tu rencontres des investisseurs, tu rencontres le monde entier de l'entrepreneuriat. Et les jours de l'événement du dernier pitch, waouh! On arrive dans le Convention Center à Lausanne, la salle mythique. Pitié. Population du monde, de toutes les couleurs. Tout plein de bons entrepreneurs, de gros investisseurs. Et là, je monte, je dis il faut que je capte d'abord l'attention de cette audience. Qu'est-ce que je fais? Je prends la vidéo, donc une photo seulement, qui représentait la photo réelle que j'ai fait comme ça, en zone rurale, la réalité de ces problèmes qu'on veut résoudre. Je projette cette photo. Je demande à l'audience de, s'il vous plaît, en anglais bien sûr,
Ladies and gentlemen, please look at this photo. Tout le monde d'abord arrête le téléphone pour regarder c'est quoi. Là, je leur parle des problèmes. J'explique mon problème. J'explique les problèmes des schools à vous les résoudre. J'explique les problèmes et je présente la solution. Et j'arrête. Tout le monde applaudit. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Si quelqu'un avait dit quelque part qu'on ne va pas réussir, on ne va pas gagner, tout ça, les gens, il y a un monsieur qui était venu avec nous, il est parti et tout. Et, on était là. Je dis, ici, on doit décoller. It's time. Je vais t'envoyer cette vidéo-là où la dame maintenant explique c'est le moment maintenant d'annoncer les vainqueurs en anglais. Wow, ils mettent une musique là, wow, j'ai la tension, mon associé a fui. Donc vous êtes un peu tendu. And the winner is Labeski School Up from DRC. Ça change la vie des schools. Tout change à ce moment-là. Exposition mondiale. School Up, partout sur Internet. C'est pas un petit Venture Born, tout ça, Disrupt, tous les sites de la tech parlent des School Up, de notre boîte. C'est là le déclic, le vrai déclic. Et donc, Seedstar nous expose au monde, expose notre proposition de valeur, expose donc notre combat, expose l'impact qu'on veut créer, expose même les problèmes qu'a l'Afrique dans l'éducation. Et ça veut dire que c'est une exposition qui a fait même qu'après on a continué à rafler des prix. Et la Fondation Jacobs finance, donc nous subventionne parce qu'on a gagné ces prix-là en Suisse. Et c'est à partir de ces concours que le président de la République congolaise, donc démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, c'est passé dans les médias, on lui dit mais c'est un Congolais qui vient de gagner ces prix de l'entrepreneuriat à Lausanne et tout, il venait d'être élu quelques mois avant. Il dit mais c'est pas possible, chez nous on a des jeunes comme ça, appelez-moi ces jeunes. Le président m'invite. Moi, là, tu es à Lausanne, on te dit... À Lausanne, mais avant Lausanne, je revenais de la campagne, au village, pour parler avec les enseignants. Je gagne le prix à Kinshasa, je vais à Lausanne, le président voit. Donc, je devais rentrer à la campagne, en fait. Mais là, je ne rentre pas à la campagne, mais je vais chez le président. Le président me convoque. J'ai écouté mon séjour. J'ai dit, c'est ça. En tout cas... C'est maintenant ou jamais. Et le président est sympa. Mon frère, ça, je dois parler de ça. Vas-y, on t'écoute. Tu rentres au pays, tu vas chez le président. Le président m'invite. On a gagné les prix. J'arrive, jeune. Les gardes ne comprenaient pas, mais c'est qui c'était le protocole. Mais il y a un protocole, il fait, c'est vous le monsieur qui a gagné les prix que le président attend? Ah, ok, entrez. On nous laisse d'abord là, il y avait des ambassadeurs de tout le pays qui attendaient le président. La salle de danse était pleine. Le président est allé, on attend le bureau du président. Et la première personne qui reçoit, c'est moi. Il semble que le président est arrivé dans son bureau selon le protocole, parce que j'étais très loin. Il fallait attendre que tout le monde passe. Mais ils sont sortis en courant pour venir chercher les jeunes qui sont venus de Suisse. Là, il est où? Le président, il est où? Ils sont sortis, on était même à l'extérieur. Ils nous ont ramassés là-bas pour nous amener. Le président veut commencer d'abord avec lui, il faut vite l'amener. Tous les ambassadeurs, on est passé devant tous les corps diplomatiques qui attendaient pour entrer dans le bureau ovale du président de la République démocratique du Congo, mon pays. Et donc, le président Tshisekedi, quand cette sensation où le président t'a invité, je n'ai pas demandé une audience. Je comprends déjà ça comme récompense. C'est plus que des millions. Quand le président de ton pays t'invite, parce que tu as honoré le pays, et on ouvre son bureau, Jean, c'est lui. Et il me dit une chose, il me dit, oh, mon fils, monsieur Pascal, félicitations, vous avez honoré le pays. C'est pourquoi je voulais d'abord vous recevoir avant tout le monde. Parce que je suis venu d'abord pour vous. Quel niveau de considération? Je n'ai pas les mots pour les remercier en fait. La façon de remercier, c'était que nous continuons à impacter l'éducation nationale. Et on l'a fait. Et donc, le président nous reçoit. J'ai dit merci, monsieur le président. Je suis ému de vous voir. Il dit non, ça va mettez-vous, on va parler. Et il me dit, mais comment, c'est quoi? Comment tu te retrouves là? D'où tu viens?
Je lui raconte tout ce que je t'ai raconté, toutes les galères et tout. Et là, le président était waouh. Il dit, j'ai jamais cru qu'on pouvait avoir des Congolais comme ça. Tu fais l'entrepreneuriat et dans le numérique. Il me dit, et le gouvernement ne t'a jamais soutenu? J'ai dit, le gouvernement ne me connaît même pas. Mais maintenant, c'est vous, le gouvernement. Est-ce que tu n'avais jamais approché le Et puis, je lui gouvernement parlais vraiment comme un père. En fait, je disais, c'est maintenant aussi ou jamais que je dois exprimer nos problèmes et nos besoins. Est-ce que tu l'avais approché le gouvernement? Avant, on est tenté même de voir des ministres. Ah, c'était compliqué. Hein. Ah, voilà, Ils ne c'est reçoivent ça. pas. Ah oui, Ils ne reçoivent pas parce qu'au Congo, on reçoit les gens qui viennent d'autres grosses pays boîtes. avec des grosses boîtes, Ouais, exactement. avec des vestes à Et ça, 500 je pense que balles, c'est important de le préciser. avec c'est que- des cravates à 600 €. Mais C'est quand que- tu es jeune de ton pays, Exactement, tu es là, tu tu as commences avec ta petite étudié dans ton boîte. pays en plus. Ah oui, Tu n'es viens d'une pas- campagne avec une chaussure trouée. Quel ministre va te recevoir? Donc tu as tenté, évidemment, on t'avait pas ouvert les portes. Mais maintenant... Ah, maintenant, je suis devant les numéros 1 du pays. Ah oui. Donc, il faut que je lui explique les problèmes. Ah oui. Donc, bien Et sûr, donc, mais j'explique ça- toute ma galère au président. On avait même consommé notre temps de parole. Et le protocole est venu. Il a dit non, monsieur le président. Et les Non, autres qui pas attendent. monsieur le président. Il fait signe à l'autre protocole pour dire il est temps, ils doivent sortir. Le protocole approche le président dit non. C'est pour ça que je suis élu président. Tu sais, on peut dire tout ce qu'on veut de notre président du Congo. Mais honnêtement, sans entrer dans la politique, je crois que le Congo, il est une chance pour le Congo. Ça veut dire, il est une chance pour le Congo. Peut-être que les collaborateurs et tout, mais il est un Congolais, papa congolais. Il a dit arrêtez. C'est pour ça que je suis élu. Je veux le comprendre. Je veux comprendre pourquoi le gouvernement ne l'a jamais soutenu. Parce que comment d'autres nations, on va les reconnaître en Suisse, chez nous, vous ne l'avez jamais reçu. Laissez-moi, on va parler. On va vous faire signe si on finit. Tu vois. On a commencé à parler. On a vraiment parlé. Et les autres attendaient. Et donc, le président m'a dit non. Ça ne peut pas se passer comme ça. Tu ne peux pas être reconnu par d'autres pays. Et dans ton propre pays, tu n'as jamais été reçu même par les secrétaires d'un ministre. Donc, je te recommande, j'appelle mon conseiller du numérique, M. Dominique Migisha, qui était là. Il dit, je te recommande. Je t'instruis, c'est le président. Il instruit son conseiller spécial d'aller avec moi au ministre de l'Éducation, dans l'époque, pour que ma solution soit qu'on puisse voir comment on peut quand même implémenter des solutions avec nous pour résoudre ces problèmes-là des zones rurales non connectées, qui ont des problèmes de manuels pédagogiques, des problèmes des écoles, comme ça on améliore le temps soit peu. Il voulait vraiment que ça se réalise en fait. Lui, il voulait vraiment. À l'époque, on a eu des problèmes avec ces ministres qui ne comprenaient pas toujours. Et heureusement que le ministre actuel, c'est l'excellence Tony Mwaba, qui est du parti du président, donc, quand il est venu, il a dit, mais le président voulait que votre solution soit implémentée au niveau national. On doit exaucer les vœux du président. Donc, venez nous présenter. Il n'appelait pas Kescoula. Il a invité beaucoup de jeunes, entrepreneurs locaux. Quand il a pris les fonctions, sa première réunion, le ministre Tony Mwaba, j'étais surpris de voir cette mentalité dans le gouvernement. Donc, le ministre Tony Mwaba invite tous les entrepreneurs congolais qui travaillent dans le secteur éducatif, pas que du numérique. On était plein la salle. Et il prend la parole, il dit, moi je suis congolais, je viens d'être nommé ministre. Je veux réaliser le vœu du chef de l'État de promouvoir l'entrepreneuriat des Congolais. Et donc, vous tous qui avez des solutions, vous êtes les bienvenus. À défaut de ne pas avoir les capacités d'exécuter des choses, vous pouvez vous mettre ensemble, venez, on travaille ensemble. Je vous attends. Il est parti. Okay. Et nous, on a saisi ça. Comme les chefs de l'État aussi voulaient déjà, alors on a proposé. Et quand il trouve que c'est bon, il dit exécuter, on va régler. C'est ça. On Maintenant, on fait confiance, vous faites le taf. Et puis notre modèle, c'est pas que le gouvernement nous paye. Ouais. Notre modèle, c'est qu'on génère du revenu avec le gouvernement, c'est possible. Ou même que le gouvernement ne paye pas, mais que la solution soit achetée par les enseignants ou par les écoles qui souscrivent. Donc tu vois, ça part vite. C'est un partenariat, quoi. Pas des emprunts, tu vois, le ministre Tony Mwaba, partout dans toutes les provinces, numérisé, diplôme d'État, tout ça, processus, on enlève les papiers, ainsi de suite. Basta. Aujourd'hui, pour moi, je suis content parce que moi, j'ai honoré les chefs de l'État. C'est clair. Et le Congo, encore une fois. Donc là, c'est vraiment grâce au chef de l'État. Ça vous a ouvert de belles portes. Oui, non, le président, ça ne s'est pas arrêté là. Parce qu'il nous a reçus, c'était en avril 2019. Il nous reçoit.
en décembre 2019, le discours officiel de la nation, qui réunit tous les officiels du pays. Dans son discours, je vais t'envoyer aussi la vidéo, le chef de l'État cite mon nom. Le président de la République parle de moi. Dans son grand Il y a également le jeune Pascal Kani qui a créé l'application Schoolab. Il a honoré les pays à Lausanne. Paf! Exposition encore. Tous les pays entendent parler de Schoolab. C'est quoi? Les investisseurs s'agitent. Tout le monde maintenant veut entrer. C'est un peu comme la bourse. Tu vois, Elon Musk, par exemple, il spécule sur Dogecoin ou quoi. Tout le monde va chercher à acheter des actions là-bas. Mais là, ce n'est pas Elon Musk, c'est le président. Et le président parle d'une solution. Donc, tous les investisseurs veulent prendre des actions. Et nous aussi, on dit, it's time. Ouais. On ouvre le capital, paf, 500 000 $, levée de fonds. Flash entre, et puis Sycomore aussi fait la place. Ouais. Parce qu'on passe maintenant en SIDS. Du coup, vous libérez des espaces et il y en a d'autres qui rentrent dedans. Ouais. Pascal, ce que je te propose, c'est que je pense que tu as. Et c'est à cause de l'exposition qu'on a eu du chef de l'État aussi, hein, entre autres. Donc c'est aussi très. Oui, tout est corrélé. C'est très favorable, c'est coloré. C'est pourquoi si les chefs pouvaient aussi recevoir de temps en temps ou exposer de temps en temps par lui-même, parce qu'il a un aura, il a l'aura qu'il faut. S'il expose plein d'entrepreneurs, de jeunes, parce que les autres ils négligent, hein, les autres politiques généralement, mais actuellement ça commence à changer. Hein. Le narratif a changé. Aujourd'hui, les politiques veulent exposer les entrepreneurs locaux. Mais avant, c'était pas du tout le cas. C'était pas le cas, les entrepreneurs locaux étaient marginalisés. Et donc aujourd'hui, il y a quand même un changement de narratif dans l'exposition des entrepreneurs locaux. Il y a encore des choses à faire, bien sûr, mais le chef de l'État a un aura qui dépasse tout le monde. Et donc, si lui, personnellement, pouvait encore exposer d'autres jeunes, comme il a exposé Schoolab, qui avance plutôt bien aujourd'hui, ça serait aussi intéressant. C'est ça. Mais ça, c'est bon, je vais trouver peut-être le cadre idéal, peut-être un jour, pour proposer aussi à son cabinet. Juste, les entrepreneurs avec les chefs de l'État, ça peut créer de la valeur. En tout cas, nous, on attend les que ça. Les peuvent suivre et tout. Nous, on attend que ça, on est partout. Enfin, on est partout reconnu à l'international. Ouais. Genre, tu vois, justement, on a fait les pionnières. On a été nommé parmi les 30 entrepreneurs de moins de 30 ans qui construisent l'Afrique de demain par Forbes Afrique. Là, je suis dans le dernier numéro de Forbes Afrique. On est reconnu, on travaille dans plein de 30 pays. Quand on voit quelque part, on nous ouvre les portes. Mais au Niger ou au Togo, parce que je suis de nationalité togolaise, Walou. Mais les Togo, ok. Ah oui, mais les Bénin exposent aussi beaucoup d'entrepreneurs. Ouais, moi je vis au Bénin, mais comme je suis mais les Béninois, là c'est le Bénin qui a un système numérique. Avec la ministre qui est là, la ministre Aurélie, très efficace. Il se donne. Vraiment, ça commence à décoller quand même. C'est pourquoi dans notre approche, on va aussi encourager les politiques à ne pas juste faire de la numérisation, mais à promouvoir aussi l'économie numérique, mais aussi l'entrepreneuriat des locaux, de l'Afrique, des jeunes Africains, parce que ce n'est que par l'entrepreneuriat que nous pouvons faire développer l'Afrique. Que par l'entrepreneuriat. Il n'y a pas de magie. L'entrepreneuriat, bien sûr, avec un bon écosystème, avec un bel environnement économique, avec un bon climat des affaires dans chaque pays, avec l'entente entre deux pays, pas de conflits armés, pas de guerres, parce que sinon on n'exporte pas nos solutions. Aujourd'hui, on est en train d'atterrir au Bénin, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, parce qu'on est à bon terme et tout, au Maroc, ainsi de suite. Mais si des pays sont en conflit en Afrique, le business aussi entre Africains ne va pas marcher. Donc les politiques ont un rôle quand même à jouer, parce que notre continent ne peut se développer que par l'entrepreneuriat soutenu. Tu vois, le Nigeria, il y a des milliardaires, mais l'État a joué un grand rôle. Il y a des levées de fonds aujourd'hui, des malades au Nigeria, parce que l'écosystème est plus mature, c'est plus ouvert. Donc notre travail, c'est vraiment pédagogique, c'est une approche beaucoup plus pratique. On parle comme si, on parle normalement, hein, mais en même temps, on instruit, on éduque, on inspire et on forme, et puis on accompagne à travers nos podcasts, à travers des contenus sur Schoolab, nos contenus Schoolab et tout, ainsi de suite, des formations et tout ça. Pascal, sur ces bonnes paroles, je pense qu'on devrait... On va arrêter l'épisode là. Ce que je te propose, c'est que pour terminer, pour conclure, c'est que tu nous donnes quelques chiffres pour qu'on comprenne où est-ce que tu en es aujourd'hui. Et est-ce qu'on va d'ailleurs demander à l'audience aussi, est-ce que vous voulez une seconde partie? Parce que là, on n'a encore rien vu de Schoolab. Hein. Là, on n'a vu que le début. Là, on a vu que le début de Schoolab. On n'a pas encore tout fait. Mais là, si j'attaque la phase qui suit, on est reparti au moins pour 1 heure et demie. Et donc, ce que je propose, c'est qu'on mette ça dans un deuxième
épisode, Ouais. en partie 2, si l'audience veut en savoir plus. Mais pour cela, rien que peut-être pour que les gens comprennent en fait la grandeur de School Up aujourd'hui, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres? Donc vous avez commencé en quelle année vraiment School Up? School Up 2018. 2018. Aujourd'hui, 2018. en 2023, donc 5 ans plus tard, vous êtes combien dans School Up? Alors, 2018, on est 2-3 collaborateurs, Ok. pas salariés à temps plein. Pour 2019, Pre-Seed, Levée de fonds Seed, on a donc 5 environ. Ok. On commence avec 5 employés finalement. Ok. 2020, avec Covid, tout ça, on s'arrête finalement à 12-15, je crois. Ouais. Aujourd'hui, 2023, donc nous sommes passés en 2018 avec 0 employé. Ouais. Aujourd'hui, on a 45 salariés 45 salariés. directs. Ok. Sans parler des temporaires, plus de 600 temporaires sur le terrain. Mhm. Donc on a 45 emplois directs, Ok. payés tout le mois et tout. Là, c'est en termes d'employés. En termes de chiffre d'affaires, en 2018, on n'avait pas un chiffre d'affaires. Ouais. On n'avait pas de chiffre d'affaires, on avait des subventions, de la Robank notamment, des Seedstars, Fondation Jacobs. $0 de chiffre d'affaires en 2018, à $1 million de chiffre d'affaires en 2022. Donc, sur l'année 2022, vous avez On a dépassé 1 million. vous avez généré sur l'année 2022 $1 million. $1 million, on a dépassé 1 million. Ok. Et là, légèrement, on a dépassé $1 million. Ouais. Ce qui nous a permis donc de récupérer un peu nos actions de Flash, qui était le deuxième investisseur. Voilà, Alors voilà, comme vous l'avez constaté, j'ai dû mettre fin à l'épisode de Pascal assez rapidement. Bon, au bout d'1 heure et demie, parce que le matériel chauffait et que j'avais un autre entretien derrière. Mais si vous voulez aller voir la suite, n'hésitez pas sur Spotify à répondre à la question qui est en dessous. Et en fonction des réponses, on tournera la partie 2 qui sera d'autant plus d'actualité. On va vraiment creuser dans ce coup-là pour le coup, pour vraiment comprendre comment est-ce qu'il a réussi à créer un bip de cercle vertueux. Il a vraiment fait une dinguerie et il continue à grandir aujourd'hui. Je sais qu'il était parti à Dubaï pour s'installer après le tournage de cette session. Et donc, on aura rien de son retour sur son expérience à Dubaï. Donc, n'hésitez pas si vous voulez. Par ailleurs, je vous demanderai seulement une chose, enfin 2 choses. La première étant de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Un petit commentaire, ça va faire remonter le podcast. Mais je vous demanderai aussi de le faire partager, de le relayer aux gens qui sont susceptibles de potentiellement entreprendre, d'investir ou qui sont d'une manière ou d'une autre intéressés par l'entrepreneuriat en Afrique. On va quitter les pays bientôt francophones pour aller sur les pays anglophones. On y verra tout un tas de choses. Et donc, la seule chose que je vous demande, c'est de faire cela. Je vous remercie d'avance. J'espère que vous avez aimé ce contenu, que vous aimerez le prochain contenu. Et je vous retrouve très bientôt du coup pour le prochain épisode. Bye bye.